Bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs. Vous qui êtes soit ici en présence au cœur des sciences de l'UQAM, soit à distance, pour assister donc à cette grande conférence en sciences humaines de la faculté des sciences humaines de l'UQAM, une grande conférence qui en est à sa 7e édition. Je m'appelle Yannick Villedieu, je suis, ou j'étais, journaliste scientifique spécialisé entre autres en médecine. J'ai animé pendant 35 ans le magazine d'actualité et de culture scientifique de la radio de Radio-Canada, Les Années-Lumière. Et j'aurai donc le plaisir de recommencer à animer aujourd'hui cette grande rencontre. Et je vais passer tout de suite la parole à la doyenne de la faculté des sciences humaines, Madame Lucie Dumais, qui va vous adresser le mot d'ouverture. Madame Dumais. Monsieur Villedieu. Alors, mesdames et messieurs, et chers collègues, monsieur l'animateur, mesdames et messieurs les conférenciers et conférencières, distingués invités, bonsoir et bienvenue à l'UQAM. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir dans le cadre de cet événement important pour notre faculté. C'est, comme l'a dit monsieur Villedieu, la 7e grande conférence des sciences humaines. Nous faisons cet événement pour faire rayonner les disciplines des sciences humaines et sociales et les personnes qui sont au cœur de notre mission de recherche et d'enseignement. Vous le savez peut-être déjà, la Faculté des sciences humaines compte 8 départements et une école, s'intéressant à des disciplines variées telles que la géographie, l'histoire, la linguistique, la philosophie, la psychologie et les sciences des religions, la sexologie, le travail social et la sociologie. Ce sont aussi 3 instituts de recherche dans les études féministes, en santé et société et en sciences cognitives. Nous avons aussi une 50aine d'unités de recherche, dont 7 centres et 23 chaires. C'est également 500 professeurs et personnes chargées de cours, une centaine de personnes du membre de personnel de soutien. Enfin, la faculté offre 70 programmes d'études, dont 29 qui mènent à un diplôme de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat à près de 5000 étudiants et étudiantes. La grande conférence est un moment formidable pour partager ce que nous faisons avec un public plus large pour sortir du cadre universitaire. Elle met en lumière l'importance des sciences humaines dans notre société contemporaine, car ces disciplines contribuent à questionner le monde, à le comprendre, à le penser autrement et possiblement à le rendre plus juste et mieux habitable. Le temps présent nous appelle plus que jamais, en tant qu'université et faculté, à participer au débat public. Grâce à la pluralité des approches de sciences humaines et sociales, nous avons tous les talents et la motivation nécessaires pour prendre part et également pour favoriser des échanges divers autour de la démarche scientifique dans la production des savoirs. Ce soir donc, nous réfléchirons ensemble au thème « Différence, inégalité, injustice ». Ce thème est assez naturel au regard des soubresauts qui animent notre société. Il a aussi émergé d'une réflexion qui nous est chère, c'est-à-dire démontrer la complémentarité des disciplines, qu'elles soient fondamentales ou appliquées, et leur capacité à éclairer les enjeux de société. La philosophie sera particulièrement à l'honneur ce soir avec 2 présentatrices. Il nous tenait à cœur de réfléchir à la question des injustices et des inégalités en s'interrogeant justement aux paradigmes dans lesquels nous évoluons depuis fort longtemps. L'histoire nous permettra ensuite d'interroger la façon dont sont construites les inégalités sociales depuis un siècle et la psychologie, enfin, nous guidera dans le but d'aborder, dans une perspective contemporaine, les inégalités sociales de santé, leurs causes et l'esquisse possible de solutions. Je remercie chaleureusement les 4 invités qui ont accepté de se prêter à cet exercice de réflexion. Il s'agit par ordre d'apparition, même si M. Villedieu les présentera un petit peu plus longuement tout à l'heure, de Dominique Lédet, qui est professeur à l'UQAM en philosophie, de Martin Petitclerc, professeur d'histoire à l'UQAM, de Jeanne Houle, professeur de psychologie à l'UQAM, et de Sarah Arnaud, professeure de philosophie au Cégep Édouard-Montpetit. Cette année, nous avions justement le souhait de créer des ponts entre le collégial et l'universitaire pour contribuer à notre réflexion collective. Aussi, je salue
les professeurs et les étudiants et étudiantes de Cégep qui se joignent à nous pour cette conférence. Dans un instant, je laisserai M. Villedieu exposer le déroulement de la soirée et je me permets de le remercier chaleureusement et ainsi que de dire un petit mot supplémentaire sur sa trajectoire, sa carrière. M. Villedieu a publié certains livres, dont le plus récent, Le deuil et la lumière, une histoire du sida, a reçu le prix Hubert Reeves en 2002. Il a aussi reçu de nombreuses reconnaissances, dont un doctorat honoris causa, le Grand Prix des radios francophones publiques en 2006, ainsi que la médaille du 50e anniversaire de l'Université du Québec, en plus d'avoir été nommé chevalier de l'Ordre national du Québec et officier de l'Ordre du Canada. C'est donc un grand plaisir de pouvoir compter sur vous, M. Villedieu, pour animer cette soirée. Nous avons aussi présentes ce soir 2 interprètes, Michel Dion et Michel Chabot, diplômés de notre faculté en linguistique, qui proposeront la traduction des exposés et des échanges en langue des signes du Québec. Merci à vous deux de rendre cette conférence accessible au plus grand nombre de personnes. Je salue également la BDiste Juliette Pierre, qui aura pour mission de croquer nos discussions afin de pouvoir continuer de les faire rayonner avec beauté et ludisme après l'événement. Enfin, à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation de cette grande conférence, un grand merci. Cette grande conférence est accessible en présentiel, en web diffusion. Nous avions 350 personnes inscrites pour l'activité de ce soir. Elle sera également disponible, car elle est enregistrée, pour un visionnement en différé. Alors, cher public, je vous souhaite une excellente soirée. Monsieur Villedieu, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame Dumais. Alors, quelques mots d'abord pour présenter le déroulement de cette grande conférence. Donc, on aura 4 conférenciers, conférencières qui vont présenter une communication d'une quinzaine de minutes. Je vais être un peu le gendarme du chronomètre. Après cette première heure et un peu plus, on va avoir une période d'échange entre les 4 conférenciers, conférencières. Vous voyez que je parle lucamien, hein, conférencier, conférencière. J'ai une grande maîtrise de cette langue-là. Donc, ça va durer une vingtaine de minutes. Ensuite, il va nous rester en gros une vingtaine de minutes et ce sera une période d'échange avec le public en présence ou à distance et vous pourrez poser vos questions ou présenter vos points de vue sur le thème de la soirée, donc différence, inégalité et injustice. Je vous inviterai à ne pas oublier, après les 2 heures que nous allons passer ensemble, de rallumer vos téléphones cellulaires, portables, parce qu'ils ne sont pas assez intelligents en général pour savoir quand sonner et ne pas sonner. Alors, je vous présente tout de suite notre première conférencière, la philosophe Dominique Lédet, qui est du département de philosophie de l'Université du Québec à Montréal, membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, le CRIDAC, dont elle a assumé la direction de 2017 à 2024. La théorie de la démocratie et la philosophie du droit sont ces 2 champs de spécialisation. Donc, côté théorie de la démocratie, elle travaille sur les questions liées à la délibération publique, à la représentation et au parlementarisme. Elle a publié ses travaux notamment dans Éthique publique, dans le Journal of Political Philosophy et dans le European Journal of Political Theory et dans Représentation ou Representation. En philosophie du droit, elle s'intéresse au pluralisme juridique dans le contexte des rapports de l'État canadien aux peuples autochtones. Elle travaille plus particulièrement sur les défis conceptuels et institutionnels posés par l'interaction des traditions juridiques autochtones et occidentales. Et ses travaux ont été publiés dans Recherches amérindiennes au Québec et dans le University of Toronto Law Journal. Le titre de sa conférence, « L'égalité démocratique à l'épreuve des inégalités économiques », une conférence qu'elle commencera en réfléchissant sur la notion d'égalité démocratique comme égalité relationnelle. Madame Lédet, 15 minutes. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci, Monsieur Villedieu, pour cette présentation. Merci aussi à la doyenne Lucie Dumais et à toute son équipe, notamment à Virginie Baudrimont, pour l'organisation de cet événement et pour m'avoir invitée.
Alors, le thème général de la conférence est effectivement très large. Différence, inégalité, injustice. Et j'ai choisi d'aborder ce thème à travers un angle tout à fait particulier et très spécifique, soit la question de l'égalité démocratique et les défis que lui posent les inégalités économiques. Je prends pour point de départ les inquiétudes que soulève l'état de santé de nos démocraties contemporaines depuis déjà quelques années. Et il est vrai que ces symptômes de ce mal-être démocratique s'aggravent au point que plusieurs doutent de la capacité de ces démocraties à traverser les turbulences actuelles. Qu'on pense par exemple au sondage qui exprime au sein même des démocraties établies l'attrait exercé par la figure de l'homme fort, qu'on pense à l'affaiblissement de la participation électorale et des partis politiques, qu'on pense aussi à la montée en puissance de régimes illibéraux et autoritaires, y compris au sud de notre frontière. En bref, la démocratie comme forme de gouvernement caractérisée par des élections libres et régulières et la garantie des droits et libertés fondamentaux ne se portent pas bien. Alors, plusieurs proposent des réformes à ce modèle démocratique. Pensons par exemple à la modification du mode de scrutin, pensons à l'extension du droit de suffrage aux plus jeunes, les jeunes âgés de 16 ans, pensons à la création d'institutions fondées sur le tirage au sort. Donc les possibilités sont nombreuses, mais ce n'est pas à ces propositions que je vais m'intéresser ce soir, parce qu'elles me semblent qu'elles laissent intouchées une des causes importantes de l'affaiblissement des démocraties contemporaines, soit la croissance des inégalités économiques au cours des 4 dernières décennies. Comme les travaux de Thomas Piketty l'ont montré, les inégalités de revenus et de patrimoine ont augmenté depuis les années 1980 au point de retrouver au début du XXIe siècle leur niveau du XIXe. On pourrait penser que la croissance de ces inégalités n'affecte pas la démocratie comme forme de gouvernement dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à la liberté et aux droits politiques de base. Après tout, dans la mesure où chacune dispose du droit de vote et que les garanties procédurales sont assurées pour tous, on pourrait considérer que la sphère politique reste relativement protégée de l'effet des inégalités économiques. Cette vision des choses suppose évidemment une conception très limitée de ce qu'est l'égalité démocratique, en la réduisant à une simple égalité de droit formel. Et donc, ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est de m'appuyer sur la philosophie politique contemporaine pour montrer que l'égalité démocratique, définie comme égalité relationnelle, est une notion plus riche qui nous permet de ressaisir la relation étroite existant entre la démocratie comme type de société et la démocratie comme forme de gouvernement. Si la croissance des inégalités économiques affaiblit et divise la société démocratique, cela ne peut qu'avoir des effets sur la démocratie politique. Pour lutter contre la crise de nos institutions politiques, c'est donc aussi aux inégalités économiques qu'il faut s'attaquer. Donc je vais d'abord, dans cette présentation, m'attacher à mettre en lumière la notion d'égalité démocratique comme égalité relationnelle, et puis je vais souligner 3 problèmes que posent les inégalités économiques à l'égalité démocratique, afin donc de préciser le danger qu'elles constituent. Donc, qu'est-ce que c'est que l'égalité démocratique pensée comme égalité relationnelle? Bon, alors, en bref, les théories relationnelles de l'égalité se sont développées à la fin des années 1990 en réponse à l'influence dominante exercée par ce que l'on a appelé l'égalitarisme de la chance, selon lequel l'égalité est essentiellement de nature distributive. Ce qui importe de ce point de vue, c'est que ce qui est réparti entre les individus, par exemple les revenus, les charges ou les droits, le soit en quantité égale. Selon les égalitaristes relationnels, au contraire, l'égalité n'est pas d'abord une question de distribution, mais concerne plutôt le type de relation, de rapport qui doit exister entre individus. En bref, ceux-ci doivent se considérer et se traiter comme des égaux. Qu'est-ce que ça veut dire, se traiter comme des égaux? On peut répondre à cette question d'abord en montrant ce que cela interdit, soit tout type de hiérarchie qui implique des différences de pouvoir ou d'autorité, faisant en sorte que certains sont en mesure d'exercer une domination sur d'autres. De façon plus précise, la philosophe américaine Elizabeth Anderson distingue 3 types de hiérarchie que condamne une conception relationnelle de l'égalité. La première
ce sont ce qu'on appelle les hiérarchies de domination, qui soumettent ceux qui se trouvent aux échelons inférieurs au contrôle arbitraire des autres. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les hiérarchies d'estime, dans lesquelles ceux qui se trouvent aux échelons inférieurs sont stigmatisés et font l'objet de stéréotypes dénigrants. Donc pensons aux problèmes posés par le racisme, le sexisme, etc. Troisièmement, Anderson distingue ce qu'elle appelle les hiérarchies de position, dans lesquelles les intérêts de ceux qui se trouvent aux échelons inférieurs sont moins pris en compte que les intérêts de ceux qui se trouvent aux échelons supérieurs dans les processus de délibération et de prise de décision. Alors, ces trois types de hiérarchies sont conceptuellement distincts, mais ils fonctionnent souvent en tandem, laissant certaines personnes ou certains groupes au bas de la hiérarchie sociale. De façon plus positive, on peut dire avec Samuel Scheffler qu'une société d'égaux soutient le respect mutuel et le respect de soi de ses membres. Elle permet également aux individus de développer un sentiment de solidarité et de participation à un destin commun. Alors, si les tenants de l'égalité relationnelle ne voient pas dans une répartition égale la condition nécessaire et suffisante de la justice, leur conception de l'égalité n'en a pas moins d'importantes implications distributives. Ainsi, toute distribution des droits ou des revenus qui rend certaines personnes vulnérables à l'exploitation ou à la domination par d'autres est problématique. En quoi donc une conception relationnelle de l'égalité peut-elle être un outil fécond pour penser la crise démocratique actuelle? En bref, elle nous permet de mieux éclairer ce que plusieurs appellent la dérive oligarchique des démocraties contemporaines. Si l'on considère la démocratie comme forme de gouvernement, on peut dire que l'égalité démocratique désigne d'abord des droits et libertés associés l'égalité des droits et libertés politiques associés au statut de citoyen. Donc on pense au droit de vote, aux libertés d'association et d'expression. Ces droits politiques sont souvent présentés comme assurant une sorte d'égalité formelle des chances d'influencer les choix collectifs à travers la participation au processus de formation de la volonté collective. Mais penser l'égalité démocratique comme égalité relationnelle nous force à aller au-delà d'une simple égalité formelle des droits, puisqu'elle nous conduit à nous intéresser de façon plus large aux rapports sociaux entre membres d'une même société, dit autrement aux formes de hiérarchie qui peuvent subsister, même si l'égalité des droits et libertés politiques est formellement assurée. Dans ce contexte, les inégalités économiques peuvent être qualifiées de problématiques dans la mesure où elles produisent ou renforcent des hiérarchies de pouvoir qui mettent en cause l'égalité de rapport devant exister entre citoyens. De façon plus spécifique, donc, je vais distinguer trois façons dont les inégalités économiques mettent en cause l'égalité démocratique. Alors, la première, c'est un danger bien connu, qui a été thématisé par des philosophes libéraux depuis James Stuart Mill jusqu'à John Rawls. Il s'agit de la captation des institutions démocratiques. Dans La justice comme équité de 2001, Rawls souligne comment, lorsqu'elles prennent une certaine ampleur et qu'elles se conjuguent aux inégalités sociales, les inégalités économiques peuvent permettre aux plus privilégiés de dominer le reste de la société dans la mesure où ils disposent d'une capacité plus grande d'agir ensemble afin d'assurer leurs intérêts. Cela constitue un exemple frappant de ce qu'Elizabeth Anderson appelle une hiérarchie de position. Les intérêts des plus riches, des plus avantagés sont pris en compte dans les processus de prise de décision politique, alors que les intérêts de ceux et celles occupant des échelons inférieurs de la hiérarchie économique et sociale sont largement ignorés. Lorsque cette situation est avérée, on peut parler de dérive oligarchique. Cela semble être effectivement le cas aux États-Unis, si l'on suit notamment les travaux de Martin Gilens, qui montrent comment, dans ce pays, les politiques publiques prennent principalement en compte les préférences des plus privilégiés. Inversement, quand les préférences des milieux les plus défavorisés et des classes moyennes divergent de celles des classes privilégiées, elles ne sont tout simplement pas prises en compte. Ces choix de politique publique renforcent alors eux-mêmes les inégalités dans un mouvement qui tend à se nourrir lui-même. Le deuxième danger, c'est celui de la rupture des conditions de la solidarité. Dans une société marquée par d'importantes inégalités économiques, les plus riches disposent non seulement d'une capacité plus grande d'influencer les politiques publiques afin d'assurer leurs intérêts, ils disposent aussi de la capacité de se soustraire ou de s'immuniser des impacts négatifs des décisions collectives. Pensons par exemple au changement climatique, dont on sait qu'ils affectent de façon beaucoup plus marquée les
vulnérables. Ainsi, l'accès à des moyens matériels très importants peut conduire les plus favorisés à ne plus se considérer comme appartenant, avec l'ensemble de leurs concitoyens, à une même communauté de destin. Dans ce cas, c'est la condition de possibilité même de la solidarité civique qui est mise en cause. Le troisième danger procède de l'affaiblissement de l'État social, qui est concomitant à la dérive oligarchique. Il s'agit de ce que le philosophe français Patrick Savidan appelle la démocratisation de la tentation oligarchique. Qu'entend-il par là? Savidan part du constat d'une défiance croissante des Français à l'égard de la capacité de leurs gouvernants et à élaborer et à mettre en œuvre des solutions raisonnables aux problèmes sociaux. Cette défiance suscite chez les individus le sentiment de devoir compter surtout sur eux-mêmes et sur les ressources sociales qu'ils sont capables de mobiliser pour pouvoir se procurer le type de sécurité qu'ils désirent. Cela a pour effet de renforcer les valeurs de compétition et d'affaiblir celles de la coopération. Les individus cherchent à sécuriser leur position, mais sont conduits à traiter cette sécurité comme un bien privé plutôt que comme un bien commun. Savidan formule l'hypothèse que c'est ce phénomène qui tend à démocratiser, à étendre la tentation oligarchique en France. Chacun aspire au type de sécurité et d'aisance dont jouissent les plus riches. La propriété apparaît alors comme ce qu'il appelle le dernier privilège, dans la mesure où elle désigne d'abord une capacité, celle de se soustraire à la contingence, à l'incertitude, au risque négatif. Comme il le dit lui-même, il s'agit de gagner des positions de contrôle qui permettent d'amortir le choc de la contingence, quitte à le faire peser sur autrui. Alors, le Québec n'est ni les États-Unis ni la France, Dieu merci. Mais il serait présomptueux de penser que nous sommes immunisés contre ces dangers liés à la dérive oligarchique des démocraties contemporaines. On ne peut bien sûr que se féliciter d'une part du fait que l'État social au Québec, selon des études récentes, assure toujours une fonction redistributive significative qui permet jusqu'à un certain point d'atténuer les effets des inégalités. D'autre part, des études montrent également l'attachement persistant d'une majorité de Québécois, y compris les plus avantagés, à cette fonction redistributive de l'État, en particulier s'agissant de politiques sociales universelles. En revanche, on peut constater que quelque chose de l'ordre du mécanisme identifié par Savidan est bien présent au Québec, dans certains domaines où l'État apparaît incapable d'agir de manière efficace. Pensons par exemple au domaine de l'éducation. En effet, de nombreux Québécois choisissent de retirer leurs enfants du système d'éducation publique au niveau secondaire, surtout dans une région comme Montréal, afin de se soustraire aux problèmes importants vécus par le système public. Par ailleurs, les difficultés persistantes que vit le système de santé doivent nous alerter au danger que nombre de plus en plus important de Québécois recherchent les moyens de se protéger des ratés du système public en se tournant vers le privé. Ces trois dangers conjugués mettent à mal les fondements mêmes du projet démocratique en sapant l'égalité de rapport devant exister entre citoyens. Alors, je vais conclure. On ne va pas régler la crise de confiance dont souffrent les institutions démocratiques en se contentant de réformes qui visent à améliorer à la marge leur représentativité, si l'on ne confronte pas également le danger que représentent pour l'égalité démocratique les inégalités économiques. À cet égard, la réflexion philosophique sur la notion d'égalité qui s'est déployée au cours des dernières décennies peut nous permettre de mieux appréhender les défis que représentent ces inégalités en soulignant l'importance de renforcer les conditions sociales, économiques et institutionnelles de l'égalité de rapport entre citoyens et citoyennes. Alors, dans cette présentation, je n'ai fait que souligner donc l'apport de la notion d'égalité relationnelle en relation avec les inégalités économiques, mais cette notion d'égalité relationnelle fait également un travail très important s'agissant de penser les questions liées aux inégalités de genre, de sexe, de race, etc. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame Lédé, qui m'avait dit qu'elle ferait 14 minutes et elle a fait 14 minutes. Vous méritez de passer à la radio. Alors, on passe à notre deuxième conférencier qui, lui, est historien. Il s'appelle Martin Petitclerc. Il est professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal et directeur du Centre d'histoire des régulations sociales.
Ses recherches et ses publications portent sur l'histoire des inégalités sociales, des mouvements sociaux et de l'État social au Québec. Il a notamment publié avec Martin Robert « Grève et paix, une histoire des lois spéciales au Québec » chez Lux en 2018, ouvrage qui a obtenu le prix du meilleur livre d'histoire politique de l'Assemblée nationale du Québec. Il a aussi été le directeur du projet d'exposition puis de cyber-exposition intitulé « Déjouer la fatalité sur l'histoire de la pauvreté et de la marginalité au Québec ». Le titre de sa conférence, « Misère et histoire », vous avez changé, mais c'est le bon ? Misère, c'est ça, Misère et histoire, réflexion historienne sur la pauvreté et la société québécoise, d'une conférence qui propose une réflexion sur les implications d'une lecture historique du passé québécois centrée sur l'enjeu de la pauvreté. Monsieur Petitclerc, 15 minutes. Merci beaucoup, M. Villedieu. Merci beaucoup, Lucie, pour l'organisation Lucie et son équipe, pour l'organisation de cette soirée, de cette grande conférence. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux de partager la parole avec mes trois panélistes. Donc, le titre de ma conférence, « Misère de l'histoire », fait référence à deux enjeux que j'aborderai dans les minutes qui suivent, dans les 15 minutes qui suivent, ou les 14 minutes et demie qui suivent. D'abord, la misère du passé, qu'il s'agit de documenter et d'analyser historiquement. Ensuite, la misère que rencontre la discipline historique lorsqu'elle veut faire l'histoire de la misère, l'histoire de la pauvreté. Tenter de mesurer la pauvreté économique, entendu ici comme l'incapacité des personnes à subvenir à leurs besoins essentiels par leurs revenus, est évidemment une étape essentielle à toute démarche de connaissance. À partir des années 60, avec le développement des appareils statistiques, avec le développement ou la mise en place de diverses politiques sociales, certains indicateurs ont été développés afin d'éclairer divers aspects donc, de la pauvreté, ou pour le dire plus précisément, du faible revenu. Cette diapositive présente deux indicateurs. Il en présente trois, mais deux indicateurs qui nous intéresseront plus particulièrement. Le seuil du faible revenu, qui est la ligne orange, et la mesure de faible revenu, qui est la ligne bleue. Ces deux lignes qui permettent de donner un aperçu de l'évolution des taux au cours des 50 dernières années. Comme vous pouvez le constater, les deux indicateurs présentent des taux de 14 à 15 % de faible revenu assez similaires durant les 15 premières années. Par la suite, les deux courbes divergent d'une façon assez prononcée. L'une des raisons tient au fait que le seuil du faible revenu, donc la ligne orange, est basé sur une méthode de calcul qui n'a pas été mise à jour depuis 1992, mais que Statistique Canada conserve pour les historiens et les historiennes. L'un des indicateurs privilégiés aujourd'hui est la mesure du faible revenu, donc la ligne bleue, qui présente une grande stabilité du taux de faible revenu, autour de 14 %, donc, avant de chuter dans le contexte de la pandémie. À cet indicateur s'en ajoutent d'autres, comme la mesure du panier de consommation, qui est la courte ligne verte à la fin du tableau, devenu récemment l'indicateur officiel au Québec et au Canada à la suite de l'adoption visant à réduire la pauvreté. Je mentionne enfin la mesure de revenu viable, développée récemment par l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Toute cette petite introduction aux indicateurs témoigne de la difficulté d'analyser la pauvreté, même lorsqu'elle est abordée, comme c'est le cas ici, sous l'angle du faible revenu. Ces difficultés, évidentes pour la période donc récente, depuis 1976, sont pratiquement insurmontables lorsqu'on veut construire des indicateurs pour la période avant 1976, c'est-à-dire avant l'année à partir de laquelle l'administration publique québécoise et canadienne commence sérieusement à documenter systématiquement le phénomène de la pauvreté ou du faible revenu. Je pourrais évoquer de nombreuses autres limites liées à la construction de ces indicateurs. Je mentionne simplement que plus on remonte dans le temps, plus la part de la vie académique, de la vie économique se déroulant hors marché est grande. Ainsi, puisque les indicateurs de faible revenu reposent sur les prix et les revenus du marché,
Il risque, à mesure qu'on remonte dans le temps, de négliger l'apport pour le niveau de vie des familles, du travail gratuit accompli par les femmes au foyer ou de l'autoproduction familiale en nourriture ou en vêtements. Donc des choses qui ont évidemment des impacts majeurs et souvent déterminants sur le niveau de vie des familles pauvres dans le passé. Voilà en gros ce qui explique que nous n'avons pas d'évaluation précise de l'évolution de la pauvreté ou du faible revenu avant 1976. Je me contenterai ici de donner quelques points de repère pour vous donner une idée un peu de cette évolution au fil du 20e siècle. C'est au milieu des années 1890, donc il y a plus d'un siècle, que le jeune homme d'affaires montréalais Herbert Ames mène la première enquête empirique sur la pauvreté, basée sur un sondage porte-à-porte auprès de 7500 familles des quartiers ouvriers autour du canal de la Chine. Ce qui est intéressant, c'est qu'Ames est convaincu des vertus redistributrices du marché du travail et part donc du principe qu'un travailleur régulier ne peut pas être pauvre. Donc, son seuil de pauvreté, il l'établit en conséquence essentiellement en identifiant le salaire le moins bien payé ou l'emploi le moins bien payé sur le marché du travail, et donc le seuil de pauvreté est sous l'emploi le moins bien rémunéré sur le marché du travail. À partir de ce seuil, non pas de pauvreté, mais d'extrême pauvreté, Ames démontre que 11 % des familles étaient grandement démunies. Évidemment, l'enquête de Ames sous-estimait toutefois grandement la pauvreté. Au début des années 30, le professeur en sciences sociales de l'Université McGill, Leonard Marsh, cherche quant à lui à déterminer si les revenus du travail sont suffisants pour sortir une famille de la pauvreté. Son étude, qui s'appuie sur des données du recensement et celle d'organismes privés sur les budgets familiaux, soutient qu'environ 45 % des travailleurs canadiens ne reçoivent pas un salaire suffisant pour subvenir aux besoins essentiels d'une famille typique. 20 années plus tard, après une période de forte croissance économique, les 30 Glorieuses, l'anthropologue Marc-Adélard Tremblay et le sociologue Gérald Fortin concluent qu'au moins 38 % des 1500 familles francophones sondées appartiennent à ce qu'ils appellent l'univers des besoins, que l'on peut associer à la pauvreté. La tendance à la réduction de la pauvreté se poursuit dans les années 60. L'analyste de Statistique Canada, Jenny Podolak, qui utilise la première fois d'ailleurs l'indicateur du seuil de faible revenu, donc la ligne orange, détermine que 28 % de la population québécoise n'atteint pas ce seuil en 1961. Le taux de pauvreté, ou le taux de faible revenu, pour être plus précis, poursuit ensuite sa tendance à la baisse pour atteindre environ 15 % en 1976, comme le montre la diapositive. Plusieurs raisons expliquent cette diminution, dont évidemment certaines politiques sociales visant les personnes à faible revenu, mais la principale tient sans doute à la croissance du nombre de femmes mariées sur le marché du travail. En somme, c'est principalement par l'ajout d'un second salaire que les familles québécoises se sortent de la pauvreté. Quant aux familles monoparentales, et plus précisément celles dont le chef de famille est une femme, leur taux de faible revenu atteint 70 % en 1976. Ces quelques points de repère que je pourrais multiplier donnent donc un aperçu de l'évolution du taux de faible revenu jusqu'au milieu des années 70, et même jusqu'à aujourd'hui. Cela dit, ces points de repère témoignent aussi du fait que l'analyse historique de la pauvreté rencontre souvent des difficultés pratiquement insupportables, elles sont insupportables mais insurmontables, notamment lorsqu'il s'agit d'établir des taux de faible revenu valables dans la longue durée. Heureusement, la pertinence de l'histoire de la pauvreté ne se limite pas à ce type d'analyse. Elle peut, en fait, être encore plus pertinente lorsqu'il s'agit de montrer l'impact de la pauvreté sur le changement social dans une collectivité. Cette idée a été bien présentée en 1944 par un de mes auteurs préférés, l'anthropologue, économiste et historien Karl Polanyi, dans son livre « La Grande Transformation ». Il y affirme le personnage de l'indigent, au début du 19e siècle, qu'on a presque oublié depuis, dominait un débat sur la pauvreté au Royaume-Uni qui laissa une marque aussi puissante que celle des événements historiques
les plus spectaculaires. Pour Polanyi, les économistes britanniques, en créant cette figure de l'indigent, dans ce cas-ci, la personne qui préférerait vivre de la charité privée au public que de travailler à salaire, ont pu justifier la création d'un marché du travail totalement réglementé et d'un système d'assistance très punitif. En effet, par ces deux institutions, le marché du travail et le système d'assistance, on s'assurait que les personnes pauvres, effrayées par la faim, tout comme par le système d'assistance, humiliante, seraient contraintes d'accepter même l'emploi le moins bien rémunéré sur le marché. Ces transformations ont eu des effets un peu partout dans le monde, y compris au Québec. Les arrangements institutionnels ont bien sûr été différents, ne serait-ce que pour tenir compte de la présence de l'Église catholique dans le champ de l'assistance. Néanmoins, la figure de l'indigent y a également joué un rôle aussi important dans la création d'un marché du travail déréglementé et le développement d'un système d'assistance pour les pauvres. Évidemment, tout cela demanderait de nombreuses explications et de longues explications. Je résume schématiquement en 2 points les principes d'organisation du système d'assistance québécois entre 1840 et 1950. Premièrement, il fallait réduire à peu près complètement l'aide accordée aux hommes pourvoyeurs pour que ceux-ci soient poussés par la peur de la faim vers le marché du travail. Ainsi, par leur salaire, ils pourraient subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs dépendants selon la conception très large de la famille patriarcale présentée dans le Code civil. Deuxièmement, il fallait construire tout un réseau d'institutions d'hébergement et d'enfermement pour ces personnes dépendantes qui, pour une raison ou une autre, ne pouvaient compter sur un homme pourvoyeur pour subvenir à leurs besoins. Ainsi, l'Église catholique et d'autres organismes construiront à partir du milieu du 19e siècle des hospices, des asiles, des orphelinats, des refuges, des écoles industrielles pour héberger les vieillards, les veuves, les infirmes, les malades ou les enfants tombés à l'extérieur de la protection patriarcale d'un pourvoyeur. L'importance de la place de l'Église catholique dans l'histoire québécoise, ainsi que la difficulté des féministes québécoises à faire reconnaître le droit des femmes à l'intérieur de la famille, découle en bonne partie des effets de cette figure de l'indigent. Ce système d'assistance institutionnelle et la figure de l'indigent qui lui est associée est cependant profondément affaibli par la grande crise économique des années 30. Lorsqu'environ le tiers des travailleurs sont forcés au chômage, la peur de la faim est évidemment un incitatif impuissant pour trouver du travail. Pour la première fois, le système d'assistance doit donc être transformé pour donner de l'aide directe aux hommes pourvoyeurs. Cela dit, l'humiliation n'est jamais bien loin. Les hommes sans emploi qui n'ont pas de famille pour les héberger se retrouvent dans des refuges, comme celui du refuge Merling, qui a toutes les apparences de la prison. Le système d'assistance fondé sur la figure de l'indigent apparaît alors toute sa cruauté. C'est à la suite de cette expérience collective traumatisante de la crise et la mobilisation des mouvements pour une plus grande justice sociale que des politiques sociales sont adoptées, d'abord au fédéral puis au Québec à partir des années 60. Ces politiques de sécurité du revenu et d'aide sociale vont contribuer jusqu'à un certain point à réduire le taux de faible revenu que nous avons constaté entre 1940 et 1975. Mais c'est principalement la remise en cause de l'ordre familial patriarcal au début des années 60 que la figure de l'indigent avait contribué à renforcer, qui a permis à de nombreuses familles de sortir de la pauvreté en favorisant l'accès des femmes mariées au salariat. En conclusion, j'aimerais souligner le danger qui guette l'historien ou l'historienne menant des recherches sur la pauvreté. Ce danger de présenter une histoire linéaire du progrès qui évacuerait les aspirations des personnes en situation de pauvreté, ainsi que les conflits continuels pour la distribution des ressources qui ont grandement façonné la société dans laquelle nous vivons. Le danger, et pour le dire autrement, est de présenter une histoire apaisée de la réduction graduelle de la pauvreté qui contribuerait à nous complaire en 2025 dans l'idée que nous sommes bien meilleurs aujourd'hui en ce qui concerne le problème de la pauvreté.
Pour illustrer ce point, je cite en terminant ce rapport que je viens de consulter portant sur la crise du logement. Et je cite, « Si le coût de la vie et les salaires ont augmenté à peu près dans la même proportion, le loyer des logements a monté dans une mesure beaucoup plus considérable. La crise du logement affecte tous les salariés, mais elle frappe très durement toute une classe de gens qui sont incapables, dans les conditions actuelles, d'obtenir un emploi permanent et dont la subsistance est tout juste assurée par leurs maigres ressources. On peut dire que le problème de l'habitation à bon marché résulte de l'impossibilité où se trouve l'entreprise privée de construire des logements à la portée de petits salariés. » Ça sonne très d'actualité, mais il s'agit d'une citation d'un rapport d'une instance de la Ville de Montréal de 1937. Merci beaucoup, M. Petitclerc. Vous aussi, vous avez respecté scrupuleusement votre temps. J'ai bientôt été au chômage moi-même. Je n'ai plus besoin d'animer cette soirée. Vous vous animez vous-même. Alors, troisième personne à vous adresser la parole, Janie Houle, qui est psychologue communautaire, professeure au département de psychologie de l'UQAM. Elle est titulaire de la chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé, la chaire RIS. Elle est aussi directrice associée du réseau de recherche sur les savoirs citoyens et les approches co-créatives. Elle est également chercheuse régulière au Centre de recherche sur les innovations sociales, CRISE, et au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Ces travaux de recherche menés avec des personnes en situation de défavorisation socio-économique et des partenaires de la communauté portent sur les déterminants sociaux et structurels de la santé, comme le logement, les systèmes alimentaires, les changements climatiques et les politiques publiques. Vous voyez que c'est large. Et si le Québec était une société plus juste, c'est le titre de sa conférence, une présentation qui décrit le problème des inégalités sociales de santé en identifiant les causes et propose quelques pistes pour les réduire. Madame Houle, vous savez, à vous. Tout d'abord, merci de l'invitation. Très heureuse d'être parmi vous ce soir. Alors, la santé n'est pas répartie équitablement au sein de la population québécoise. Les hommes les plus riches vivent presque 7 années de plus en bonne santé que les hommes les plus pauvres. Et cet écart est de près de 6 ans chez les femmes. À Montréal, les inégalités sociales de santé progressent. L'écart est maintenant de 11,3 ans entre des personnes qui vivent dans des quartiers séparés d'à peine quelques kilomètres. Et donc, la situation, elle est pire que au début des années 2000. Au Canada, il y a près de 7 années d'écart dans l'espérance de vie à 25 ans entre les personnes qui n'ont pas de diplôme secondaire et les personnes qui ont un diplôme universitaire, et ce, autant pour les hommes que pour les femmes. Il y a même un écart de 2 ans entre les personnes qui ont un diplôme collégial comparativement aux personnes qui ont un diplôme universitaire. Donc, on voit qu'accéder à l'éducation supérieure, c'est bien pour avoir des meilleurs emplois, mais c'est important aussi si on veut vivre vieux. Oups! Au palais. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Je pense que j'ai fait. Désolée. Et voilà. OK. Donc, je vous disais que accéder à l'éducation supérieure, ça permet de vivre plus vieux. Malheureusement, au Québec, on a un système d'éducation à 3 vitesses. Vous voyez sur la diapo ici que 60% des jeunes qui fréquentent une école secondaire privée accéderont à l'université, alors que c'est le cas de seulement 15% des jeunes qui fréquentent ce qu'on dit une école secondaire publique ordinaire. Donc, c'est une différence énorme, d'autant plus que le statut socio-économique des parents a une influence très importante sur le type d'établissement qui sera fréquenté par les jeunes. Donc, on a vraiment au Québec un système de reproduction des inégalités sociales. Le racisme systémique existe bel et bien au Canada. On voit ici un écart dans l'espérance de vie de 10 années entre les personnes autochtones et les personnes allochtones. Il y a à peu près seulement la moitié des hommes issus des Premières Nations et des Inuits qui pourront espérer vivre jusqu'à 75 ans, alors que c'est le cas de 75% des hommes allochtones. La situation, elle est similaire pour les femmes.
On n'a pas de données sur l'espérance de vie des personnes qui appartiennent aux minorités visibles. Par contre, on sait que pendant la pandémie, plus un quartier avait une proportion élevée de personnes issues des minorités visibles et plus le taux de mortalité de la COVID-19 était élevé. Donc, les inégalités sociales de santé, c'est ça, c'est des écarts dans l'état de santé de différents groupes en fonction de la position qu'ils occupent dans la hiérarchie sociale. Alors, vous l'aurez compris, plus on s'élève dans la hiérarchie, meilleur est notre état de santé et plus longue est notre espérance de vie. Mais à l'inverse, plus on descend, bien moins bon est notre état de santé et plus courte est notre espérance de vie. Donc, notre revenu, notre niveau de scolarité, notre appartenance à un groupe minorisé ou encore le quartier dans lequel on vit, ce sont tous des indicateurs de notre position dans la hiérarchie sociale. Les inégalités sociales, on dit qu'elles sont systématiques parce qu'elles concernent presque toutes les maladies, presque toutes les causes de décès et qu'elles s'observent à la grandeur de la planète. Par contre, ce sont des inégalités qui sont évitables. Pourquoi? Parce qu'elles sont produites socialement par une répartition inégale de la richesse et des ressources qu'il est donc possible de corriger, de modifier. La preuve de cela, notamment, c'est que les pays ne sont pas tous égaux par rapport aux inégalités. J'ai entouré les États-Unis, nos voisins du Sud, en rouge. Ils se retrouvent tout en haut de la figure et c'est certainement pas parce qu'ils sont les meilleurs, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils sont les pires. Donc, c'est là où on observe le plus d'inégalités économiques et où ça corrèle également avec les problèmes de santé, les problèmes sociaux. Les États-Unis sont beaucoup plus riches que nous si on regarde le PIB, mais ils ont une espérance de vie de 5 années inférieure à la nôtre, notamment parce qu'ils partagent moins bien les ressources et les richesses. Et il y a des études, plusieurs recherches qui ont montré que les personnes les plus riches dans les sociétés très inégalitaires sont en moins bonne santé que les personnes les plus pauvres dans les sociétés plus égalitaires. C'est pour ça que tout le monde gagne à vivre dans une société qui est plus juste, même les plus riches. Vivre dans une société plus juste, c'est bon pour la santé de l'ensemble de la population, c'est bon pour la cohésion sociale, ce qui est très important quand on traverse des crises comme des pandémies, par exemple. C'est bon pour l'économie aussi et c'est même bon pour l'environnement. Et si le Québec était une société plus juste, on atteindrait l'équité en santé, c'est-à-dire que toute personne pourrait jouir du meilleur état de santé possible dans sa société sans être désavantagée par des conditions sociales, économiques ou environnementales. Mais pourquoi ça ne change pas? Comment ça se fait que si on en ressentirait autant de bénéfices au plan collectif, que la société continue à être aussi injuste? En fait, je n'ai pas le temps, bien sûr, dans les 15 minutes qu'on m'a allouées, d'élaborer longtemps là-dessus, mais je vais attirer votre attention sur quelques explications. Tout d'abord, il y a certaines illusions tenaces qui nous nuisent dans nos efforts pour rendre la société plus juste, notamment la croyance en un monde juste, selon laquelle chacun reçoit ce qu'il mérite et on mérite ce qu'on reçoit. Okay? C'est un biais cognitif qui est associé, qui contribue en fait à l'acceptabilité sociale des inégalités économiques et à l'opposition à l'égard des politiques de redistribution. Plus une société est inégalitaire, plus les gens croient en la méritocratie. C'est-à-dire que si tu es en haut de l'échelle, c'est parce que tu le mérites, tu as travaillé plus fort que les autres, mais si tu es en bas de l'échelle, bien, tu le mérites aussi, tu es paresseux, tu es un non-méritant. Okay? Et lorsqu'on en vient à croire que notre réussite personnelle dépend strictement de nos efforts, on en vient à oublier nos privilèges. Une des premières choses à faire si on veut construire une société plus juste, c'est de reconnaître nos privilèges, ces avantages que nous avons et que d'autres n'ont pas et qui ne sont pas 100% dus à nos efforts. Moi, par exemple, je suis devant vous aujourd'hui. J'ai une tribune formidable pour partager des idées. Et si j'ai été choisie aujourd'hui pour m'adresser à vous, ce n'est pas à cause strictement de mes efforts personnels ou de mes beaux yeux. C'est à cause des nombreux privilèges que j'ai reçus depuis ma naissance et qui m'ont permis d'obtenir un poste à l'université, puis éventuellement même une chaire de recherche, avec les privilèges supplémentaires que ça amène. Parce que, bien oui, souvent les privilèges amènent d'autres privilèges. Alors, je vais faire un petit partage ici. Moi, je suis née dans une famille modeste. J'ai été élevée par une mère de famille monoparentale qui tirait le diable par la queue pour subvenir aux besoins de ses 3 enfants avec un tout petit salaire. Ma mère, elle aurait voulu aller à l'école longtemps, mais elle n'a pas pu parce qu'elle a dû aller travailler très jeune. Mais elle a toujours valorisé les études. Donc, j'ai toujours été encouragée à aller à l'école. En plus, moi, quand j'allais à l'école, c'était facile pour moi. J'apprenais vite, puis en plus, j'aimais ça. Fait que ça, c'était chouette. Et je suis née dans une société qui offre des prêts et bourses aux jeunes de familles moins nanties qui leur permet d'accéder à l'université. Moi, je vous garantis que s'il n'y avait pas de prêts et bourses, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Et finalement, vous le voyez sans doute, j'ai la peau blanche. Elle est peut-être un peu rose là en ce moment, c'est normal. Et vous ne le voyez pas, mais je vais vous le dire quand même, je suis une personne qui est hétérosexuelle, neurotypique, cisgenre, en bonne santé physique et mentale.
Toutes des caractéristiques qui m'ont mise à l'abri de la stigmatisation et de la marginalisation. Donc, c'est toute cette addition de privilèges qui fait en sorte que je suis devant vous aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas travaillé fort, mais je n'ai pas travaillé plus fort qu'une autre personne. Okay? J'ai eu quand même pas mal de chance dans la vie. Et les privilèges, donc, c'est un peu le fruit du hasard. Un peu comme quand on joue aux cartes, puis on reçoit des cartes en début de partie. Moi, je joue beaucoup aux cartes et je sais en un instant, en regardant les cartes qu'on m'a données, si la partie va être facile ou si je vais en arracher. Okay? Si j'ai aucun atout en main, je vais trouver ça long, la partie. Donc, c'est un peu le même principe. Les privilèges, c'est le fruit du hasard, mais pas seulement le fruit du hasard, c'est aussi le fruit de choix politiques. Politique dans le sens que ça donne plus de valeur à certaines caractéristiques qu'à d'autres, ça donne plus de pouvoir aussi. Aux cartes, là, on a décidé, c'est des humains qui ont décidé que souvent, l'as vaut plus que le roi et que le roi vaut plus que la dame. Hein? Mais dans la société, on a aussi décidé que certains attributs étaient plus valorisés que d'autres. Que ce soit la couleur de notre peau, la langue qu'on parle, nos attributs physiques, notre orientation sexuelle. Et ça fait en sorte qu'on va dévaloriser certains groupes pour privilégier d'autres. Et puisque ce sont des décisions humaines, c'est possible de les changer, c'est possible de changer les règles du jeu. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, de reconnaître mes privilèges, ça me permet tout d'abord de me sentir un petit peu plus humble par rapport à ce que j'ai réussi à accomplir dans la vie. Puis deuxièmement, ça me donne un peu le goût d'essayer de rééquilibrer les choses. Hein? Parce que si je reconnais que moi, j'ai eu des avantages non mérités, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont eu des désavantages non mérités aussi. Alors, si vous êtes comme moi, vous vous demandez sans doute, OK, mais on fait quoi? Donc, comment atteindre l'équité en santé? Bien, tout d'abord, il faut être capable d'offrir à tout et chacun des conditions de vie matérielles et sociales qui soient adéquates, puis l'accès à un système de santé qui est efficace. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde devrait avoir un revenu qui lui permet de vivre dignement, un logement qui est salubre et qu'on est capable de payer, être capable de se procurer des fruits et légumes, des aliments pour se nourrir, avoir accès à la nature puis à d'autres services de proximité. On doit être capable aussi de participer aux décisions qui nous concernent et d'exercer des rôles sociaux qui sont valorisants et valorisés. C'est ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Ce sont des déterminants qui sont très importants, mais ils sont considérés juste comme des déterminants intermédiaires de la santé. Il existe des déterminants encore plus importants, plus puissants, qu'on appelle les déterminants structurels. Et là, j'ai nommé les politiques publiques. Donc, c'est vraiment les politiques publiques en redistribuant les ressources et les richesses qui influencent les conditions de vie des gens, et ça doit être notre véritable focus pour y arriver. Mais de quel genre de politique on a besoin pour atteindre l'équité en santé? On doit d'abord augmenter les dépenses sociales parce que ce sont ces dépenses-là qui sont associées à une diminution de la mortalité et de la morbidité. Ce n'est pas l'augmentation des dépenses en santé parce que souvent, il est trop tard rendu là. La maladie s'est installée. Donc, il faut investir dans le logement social, les prestations d'assistance sociale, l'assurance chômage, par exemple. Il faut aussi adopter une approche qu'on dit d'universalisme proportionnel aux désavantages. Ça veut dire qu'on doit offrir à toute la population des services, hein? Mais, donc, c'est universel, mais intensifier les services pour les populations plus défavorisées, plus désavantagées, qui ont eu des obstacles pour les atteindre. Malheureusement, c'est un peu le contraire qui se produit en ce moment au Québec. Donc, les personnes qui sont les plus fortunées sont celles qui sont capables d'avoir le plus de services, notamment parce qu'ils sont capables de se les payer, mais aussi parce qu'ils ont plus de capital social pour être capables de naviguer le système. Donc, une collègue de McGill a fait vraiment une recension des politiques à privilégier pour réduire les ISS. Elle aussi, elle a trouvé l'importance de financer le logement social, l'importance d'augmenter les prestations d'assistance sociale également, mais aussi d'hausser le salaire minimum pour les travailleurs à faible revenu. Elle indique aussi l'importance de l'équité d'accès aux services de garde éducatifs de qualité et un système d'éducation publique qui combat les iniquités. Et finalement, une autre politique très importante, c'est celle du financement des organismes communautaires qui doit être considérablement rehaussé. Par contre, je n'ai pas terminé avec mes déterminants structurels parce qu'il existe un autre déterminant structurel très important. Ce sont les systèmes d'oppression, en fait, comme le racisme, le sexisme, le classisme, l'homophobie ou la transphobie, pour n'en nommer que certains, qui, justement, dévalorisent certains groupes plutôt que d'autres. Ils créent de la marginalisation, de la privation de droits et des obstacles très importants à l'équité. Donc, si on souhaite véritablement atteindre l'équité en santé et construire une société plus juste, on doit absolument démanteler les systèmes d'oppression, notamment le racisme systémique. Donc, construire une société plus juste, c'est non seulement possible, mais c'est faisable. Je viens de vous donner les coordonnées à entrer dans notre GPS collectif pour y arriver. Donc, on le connaît, le chemin pour y arriver, d'accord?
C'est sûr que les gouvernements ils vont devoir faire ont un rôle essentiel à jouer dans cela, en adoptant de meilleures politiques, mais les gouvernements n'iront jamais de l'avant si la population n'est pas derrière le gouvernement. Donc ça nous concerne tous et toutes. Il faut qu'on appuie davantage de politiques redistributives de richesse. Mais au-delà de tous ces changements structurels-là, si, comme moi, vous avez été très choyé par la vie, puis que vous avez le goût de poser des gestes un peu au quotidien pour essayer de construire une société plus juste, c'est tout à fait possible aussi. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à appuyer les revendications des organismes qui militent pour plus de justice sociale, à faire des dons, à vous impliquer bénévolement dans ces organismes-là. Et si, comme moi, vous avez eu la chance d'être dans une position de pouvoir, bien, je vous invite peut-être à partager un peu de votre pouvoir avec les personnes qui ont eu moins de chance que vous. Partagez une de vos bonnes cartes, OK? Il s'agit à ce moment-là d'essayer d'ouvrir des places pour les gens moins favorisés pour qu'ils puissent atteindre aussi les lieux décisionnels. Il s'agit de leur laisser la place pour s'exprimer. Il s'agit aussi de porter leur voix, l'amplifier le plus possible. Donc, c'est tout à fait des choses qui sont à votre portée à tous et toutes. Et puis, à la chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé, donc la chaire RIS, on essaie le plus possible de partager notre pouvoir et nos ressources avec les personnes en situation de défavorisation. Donc, concrètement, ce que ça implique, c'est qu'on les a inclus sur notre comité de gouvernance. Donc, il y a 5 personnes en situation de pauvreté qui prennent part aux décisions concernant les orientations de la chaire et ce qu'on va faire comme activité. On les inclut également dans nos projets de recherche à titre de pairs chercheurs et aussi, on les invite à devenir co-formateurs, co-conférenciers. On essaie de les impliquer le plus possible pour qu'elles puissent s'exprimer, se faire entendre le plus possible, parce qu'atteindre l'équité en santé, c'est un sport d'équipe. Alors, je termine en vous rappelant que tout le monde gagne à vivre dans une société plus juste, même les plus riches. Merci. Merci beaucoup, Madame Houle, de nous avoir montré effectivement toutes ces inégalités de santé et leurs racines et le fait qu'on peut trouver des solutions éventuellement à ce problème. Et je reviens maintenant à notre 4e conférencière, mais qui est notre 2e philosophe de cette grande conférence. On a commencé par la philosophie, on termine par les philosophies. C'est Sarah Arnaud, qui est professeure de philosophie au Cégep Édouard-Montpetit à Montréal. Elle est détentrice d'un doctorat en philosophie de Paris-Sorbonne et de l'Université du Québec à Montréal. Doctorat après lequel elle a effectué 4 stages postdoctoraux. Et elle a récemment occupé un poste de professeur invité à l'université de Clemson, en Caroline du Sud. Madame Arnaud travaille en philosophie de l'esprit et en éthique de la psychiatrie. Ses recherches actuelles portent sur les émotions et leurs interactions, ainsi que sur l'importance de la recherche participative et de la voix des personnes avec une expérience vécue sur les catégories de la psychiatrie en recherche. Ces travaux récents explorent les implications éthiques de l'intégration des perspectives des personnes autistes sur la pratique psychiatrique en s'appuyant sur les rapports conceptuels de la neurodiversité. Le titre de sa conférence, « Les injustices épistémiques et affectives en psychiatrie », une conférence dans laquelle on verra qu'améliorer notre compréhension des catégories de la psychiatrie peut éventuellement éviter la perpétuation de certaines injustices. Madame Arnaud. Oui. Ah, là, c'est bon. Bonsoir, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation, pour l'organisation et pour votre présence ce soir. Alors, imaginez que chaque jour, on vous force à faire quelque chose qui vous met profondément mal à l'aise. Vous devez assister à des réunions interminables toute la journée. Vous devez dormir à contre-courant du rythme de votre corps, ou vous devez porter des vêtements qui vous provoquent des réactions allergiques. Vous essayez d'expliquer ce qui vous arrive, vous racontez ce que vous ressentez, c'est douloureux, c'est insupportable, j'en peux plus. Mais on vous répond, c'est pas si grave, tout le monde y arrive, tu exagères. Parfois même, on nie votre douleur, c'est dans ta tête, il faut persister, c'est pour ton bien. Ce que vous vivez alors ici, c'est pas seulement une incompréhension, c'est une injustice épistémique.
c'est quand votre expérience, votre propre savoir sur ce que vous ressentez est ignoré, dévalorisé ou remplacé par ce que les autres décident de considérer normal ou pathologique. Ce phénomène des injustices épistémiques est très largement étudié aujourd'hui, notamment dans le domaine de la psychiatrie. Alors, si vous cherchez Epistemic Injustice and Psychiatry sur Google Scholar, vous allez trouver depuis 2024 environ 8300 résultats d'articles. Et ça, c'était il y a 3 semaines. Je suis sûre que ça a augmenté depuis. Une injustice épistémique en psychiatrie, c'est un préjudice subi par une personne lorsqu'on pathologise ou qu'on diminue la crédibilité de son vécu en raison de préjugés liés à son diagnostic psychiatrique ou à sa condition de santé mentale. Donc imaginez une personne qui vit parfois des hallucinations et qui décrirait une situation tout à fait réelle. On aurait peut-être tendance à douter d'elle, on invaliderait potentiellement ce qu'elle dit parce qu'elle a un diagnostic psychiatrique. Même chose pour une personne autiste qui raconterait une interaction sociale difficile et à qui tout de suite on dirait que peut-être que ça vient de son autisme. On soupçonnerait que c'est à cause de son autisme sans vraiment nécessairement écouter le contenu de ce qu'elle a à partager. Dans le domaine de la psychiatrie, on parle aussi d'injustice émotionnelle. Une injustice émotionnelle, c'est quand le traitement des émotions est injuste ou que les émotions sont utilisées pour traiter les gens de manière injuste. Ici, j'emploie émotionnel, c'est la même chose que affective. Donc pensez à une personne anxieuse qui aurait peur, par exemple, et dans une situation précise, cette peur-là, plutôt que de la prendre au sérieux, on l'attribuerait directement à son anxiété. Ou cette même personne qui rapporterait des effets secondaires d'un médicament et à qui on dirait « c'est rien, c'est juste ton anxiété ». Dans tous ces cas, ce n'est pas seulement la parole de la personne qui est minimisée, c'est aussi l'émotion et l'expérience vécue dans son ensemble. Alors pourquoi ces injustices existent-elles ? Les personnes qui les commettent peuvent être des cliniciens, cliniciennes, des chercheurs, des chercheuses, l'entourage des personnes psychiatrisées, des intervenants, intervenantes sociales. Ces personnes-là ne commettent bien sûr pas ces injustices volontairement, en tout cas la plupart du temps. Et contrairement à de nombreux cas d'injustice dont on parle ce soir, mais dont je ne parlerai pas ici, il n'y a pas vraiment de bénéfice très clair qu'on peut voir à la perpétuation de ces injustices pour les personnes non psychiatrisées. D'où est-ce qu'elles viennent et pourquoi existent-elles ? Alors c'est une vaste question, j'espère y répondre en partie aujourd'hui. Je vous propose qu'on les regarde d'un petit peu plus près, ces 2 formes d'injustice. On peut voir en les regardant qu'elles ne sont pas nécessairement isolées l'une de l'autre déjà, et que potentiellement elles se renforcent mutuellement, en tout cas elles s'entrecroisent. Souvent, il est difficile de séparer tout à fait une injustice émotionnelle d'une injustice épistémique. Pensez à des phrases comme « on ne va pas en faire un drame » ou « c'est votre anxiété qui parle »,« écoutez, il faut vous en remettre », ou « ne le prenez pas personnellement, mais… ». Donc, quand on dit, par exemple, « c'est votre anxiété qui parle », on rejette à la fois un témoignage, donc ça c'est la dimension épistémique de l'injustice, et on disqualifie l'émotion, la composante du vécu ou affective. Qu'est-ce qui se passe dans ces situations ? Je propose qu'on les comprenne comme résultant, la plupart du temps, d'un mécanisme de désalignement émotionnel. C'est ce moment où l'expérience de la personne qui vit la situation et l'interprétation qui en est faite par une autre personne, par l'entourage, par une clinicienne, par un chercheur, etc., divergent profondément. Et le cœur du problème pourrait être ce désalignement. Donc, c'est cet écart entre l'expérience émotionnelle vécue par une personne et la manière dont cette émotion est interprétée, reconnue ou validée par autrui. Cet écart peut mener à une injustice, et il va souvent mener à une injustice quand il mine finalement la reconnaissance de la personne dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle ressent ou dans ce qu'elle sait. C'est peut-être ce mécanisme-là, ce désalignement émotionnel, donc, qui sous-tend beaucoup des injustices épistémiques et émotionnelles dans le cas de la psychiatrie. On peut se demander donc, à partir de là, comment éviter ces désalignements émotionnels, en se disant que si on arrive à éviter certains de ces désalignements, cet écart qu'il peut y avoir dans ce vécu, on va arriver à éviter peut-être certaines injustices.
certaines injustices. D'abord, donc je vous propose ce terme d'harmonisation émotionnelle qu'on peut expliquer avec différents points. J'en propose 2 ici. On peut travailler à transformer notre vision des émotions comme des phénomènes individuels en une vision plus relationnelle. Il s'agit ici de changer de perspective et de comprendre que les émotions ne sont pas seulement des réactions individuelles à quelque chose qui se produit et qui nous fait réagir d'une certaine manière, mais que les émotions, souvent, elles se construisent dans la relation avec les autres. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Grâce, par exemple, au phénomène de l'empathie, qui permet de faire l'expérience de nouvelles manières de comprendre le monde en s'alignant, en raisonnant par rapport à l'émotion de quelqu'un et en vivant quelque chose de similaire. Alors bien sûr, l'empathie n'est pas toujours possible. On n'a pas toujours ce moyen d'entrer en résonance avec quelqu'un et elle n'est pas toujours facile non plus, surtout quand on a des expériences très très divergentes avec une personne. Le phénomène de sympathie permet aussi un alignement, une communication émotionnelle qui peut impacter nos émotions. Ce phénomène-là, c'est un processus où nos émotions peuvent s'influencer mutuellement, sans forcément qu'elles soient les mêmes entre 2 personnes, ni même semblables. Donc, par exemple, si une personne me partage sa colère pour une situation et que j'exprime de la tristesse avec elle, peut-être que je vais lui permettre un apaisement de cette colère. Si elle est profondément triste et que j'exprime de la colère, au contraire, pour la situation qui provoque sa tristesse et son désœuvrement, je vais peut-être l'aider à reprendre le dessus sur la situation et à y faire face. Pourquoi ça, c'est particulièrement important en psychiatrie? Parce que cette nature relationnelle des émotions, le fait que les émotions soient un phénomène pas juste individuel mais relationnel, c'est très visible dans les contextes psychiatriques. Alors, imaginez une personne qui serait diagnostiquée avec un trouble de personnalité limite et qui exprimerait de la colère. Très souvent, cette colère, elle est étiquetée comme inappropriée ou comme étant excessive. Si on adopte une vision relationnelle des émotions, on comprend que, en fait, cette colère, elle est souvent une réponse émotionnelle à des interactions où la personne se sent invalidée, par exemple, ou abandonnée. Et en reconnaissant donc ce caractère relationnel, on va éviter potentiellement de disqualifier l'émotion trop rapidement et donc on réduit le risque de produire de nouvelles injustices. Si ça c'est le cas, ça permettrait une meilleure compréhension des catégories de la psychiatrie. La deuxième manière d'harmoniser émotionnellement et donc de réaligner finalement nos vécus, nos expériences affectives, c'est de reconnaître la diversité émotionnelle comme une richesse collective. Donc, pendant longtemps, dans la tradition philosophique occidentale surtout, les émotions ont été vues comme des obstacles à la raison, comme des perturbations qui se passent en nous et qu'il faut maîtriser ou qu'il faut dépasser. Ça, petit à petit, ça a produit un idéal d'uniformité émotionnelle, comme si, finalement, pour être rationnel ou pour bien se comporter en société, on devrait tous et toutes ressentir un petit peu de la même façon et pas trop fort. Harmoniser émotionnellement, donc ici, l'idée, c'est pas de s'aligner tous et toutes sur les mêmes émotions et d'uniformiser complètement notre vécu, mais c'est plutôt d'apprendre à coexister dans un paysage émotionnel qu'on sait et qu'on accepte être hétérogène. Pensez ici à une personne autiste qui, par exemple, va parfois capter des détails sensoriels qui sont presque imperceptibles pour d'autres personnes. Le fait de capter ces détails-là va faire en sorte que l'expérience vécue est différente et va peut-être mener à vivre certaines émotions, une vie affective, certaines expériences affectives qui ne sont pas vécues par d'autres et qui donc ne sont pas comprises par les autres. Une personne anxieuse ou une personne avec un trouble de personnalité limite d'ailleurs va parfois détecter des nuances dans les relations, des nuances relationnelles qui sont très fines et qui ne sont pas forcément détectées par des personnes qui ne sont pas anxieuses ou qui n'ont pas un trouble de personnalité limite. Détecter ces nuances-là, ça peut mener à une vie affective plus riche, plus intense et pas toujours comprise par les personnes qui ne détectent pas ces nuances relationnelles. Une personne dépressive va parfois questionner certaines évidences qu'on tient pour acquises.
Ça aussi, ça va mener à des expériences affectives qui sont différentes ou qui ne sont pas vécues par les expériences qui n'ont pas vécu de dépression. Reconnaître cette diversité émotionnelle, donc, ça serait d'abord, peut-être avant tout, une posture éthique, c'est vrai, pour éventuellement, à terme, diminuer, réduire les injustices épistémiques et émotionnelles. Mais ce n'est pas seulement une posture éthique, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler une exigence épistémique. Ici, je cite deux philosophes, André Dumouchel, qui disait « Les émotions sont des formes de communication et de coordination entre les agents », et Sarah Ahmed, qui propose que la façon dont nous nous sentons vis-à-vis des autres est ce qui nous aligne avec un collectif. Si on veut comprendre les réalités psychiatriques, ou au moins un peu mieux, on devrait donc intégrer cette pluralité des manières de sentir et de percevoir. Ça permettrait donc potentiellement une amélioration de la recherche et par exemple de la recherche participative dans laquelle on veut intégrer des personnes avec une expérience vécue ou des personnes psychiatrisées. C'est une chose de les intégrer, c'en est une autre de savoir comment les intégrer et comment faire en sorte que cette recherche elle soit efficace, pas seulement pour les chercheurs et les chercheuses, mais aussi pour ces personnes-là qui sont évidemment les premières concernées par cette recherche. Voilà pourquoi, pour penser autrement la psychiatrie et peut-être éviter certaines injustices, il nous faut repenser, je crois, nos émotions non pas comme des failles individuelles, mais comme des ressources relationnelles. Merci de votre attention. Ah, normalement, c'est là-dedans que ça marche. Donc, on a fait le tour de nos 4 conférenciers. On va rentrer maintenant dans une période où vous allez entre vous discuter ou réagir ou dire ce que chacun s'est inspiré de l'autre. Je ferai peut-être un tour de table en recommençant dans l'ordre des présentations. Un peu, quelles sont vos réactions? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant, de particulier, de nouveau, de différent? Qu'est-ce qui vous a accroché dans la présentation de vos collègues notamment? Hein? C'est une bonne question, large. Donc, assez de cordes pour que je puisse me pendre, si j'ai bien compris. Mais écoutez, j'ai appris plein de choses, donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc, en écoutant la présentation de mes collègues, il y a beaucoup de choses qui me sont venues parce que j'essayais de... Vous allez me dire que c'est très égocentrique, mais j'essayais de recevoir ce qui était dit à travers ce schéma des 3 types de hiérarchie que Elizabeth Cohen. Donc, vous savez que j'ai un problème énorme avec les noms de famille. Donc, mais en tout cas, Elizabeth Anderson. Donc, les 3 types de hiérarchie que distingue Elizabeth Anderson. Et donc, qui sont en fait, qui mettent en cause à chaque fois ce que nous devrions viser, c'est-à-dire une égalité de rapport entre les uns et les autres. Et effectivement, la question de la pauvreté, comme Martin l'a thématisé et comme Janie aussi l'a thématisé, on voit que ça met en cause en fait ces 3 types de hiérarchie. Et c'est pour ça que Elizabeth Anderson dit qu'elle fonctionne souvent en tandem. Donc la pauvreté, c'est un problème de position, comme je l'ai mentionné, mais c'est aussi, on parle des hiérarchies d'estime, et ça je pense que c'est quelque chose qui a été bien marqué par Janie, mais aussi par Sarah dans sa présentation. Le fait que certains comportements soient stigmatisés, et lorsqu'ils sont stigmatisés, les personnes qui sont placées dans ce genre de hiérarchie sont toujours évidemment au rang inférieur. Et puis, il y a le fait que notre système social, notre système politique semble avoir beaucoup de difficultés finalement à lutter et à instaurer de véritables conditions qui permettent au fond une égalité de rapport. Et souvent, l'expression qui est utilisée dans la littérature en philosophie, c'est qu'est-ce que c'est que l'égalité de rapport entre citoyens? C'est la capacité de se regarder les uns
les autres, voilà, droit dans les yeux, sans que personne courbe les chines, sans que, voilà, on se considère comme des égaux, on fait partie d'une même communauté de destin. Et donc, voilà, donc ça me semble que vous amenez tous énormément de contenu, de richesse, en fait, à ce modèle, qui me semble d'autant plus pertinent. Mais voilà, je vous passe le micro. Martin Petitclerc, c'est à vous? Oui. En fait, pour poursuivre ce que tu dis, je crois qu'une des choses qui m'a frappé en vous entendant toutes les trois, et c'est que... Oh! Oui. Ah, faut que je prenne le micro vert. C'est des micros genrés? Donc, ce qui m'a frappé en vous écoutant toutes les trois, c'est la question des relations. Et ça ne devrait pas nous étonner dans une faculté des sciences humaines, donc les relations sociales. Comment mettre les relations sociales au centre, finalement, de nos analyses plutôt que les individus? Hein, c'est parce que on est toujours porté vers l'individu comme une unité d'analyse, mais ce que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'il me semble que nous quatre, on prenait en les relations. Ça marchait bien. Un micro bleu. Et donc, ce qui m'a frappé, c'est cette primauté accordée à l'analyse des relations sociales. Une chose que donc, je n'ai pas eu le temps de m'y attarder, mais dans les statistiques que je présentais, c'est un des enjeux en ce qui concerne les indicateurs de pauvreté, c'est comment tenir compte des relations. Comment tenir compte du fait que la pauvreté est relationnelle? Ce n'est pas simplement un état objectif, c'est-à-dire un seuil de revenu qu'on ne franchit pas. C'est aussi une relation avec le reste de la société. On est toujours pauvre par rapport à d'autres sociétés. On n'est jamais pauvre dans l'absolu. Et il y a des mécanismes statistiques qui permettent d'intégrer cet aspect-là dans les statistiques. Et donc, dans le deuxième volet de ma présentation, c'était de montrer comment la pauvreté reconfigurait finalement les rapports sociaux dans la société. Et donc, j'ai trouvé super intéressant ensuite d'entendre Dominique parler de l'égalité relationnelle, que l'égalité, ce n'est pas simplement quelque chose qui est une égalité formelle entre individus, c'est une égalité qui est relationnelle. J'ai aussi vu à quel point, Jenny, dans ta présentation, à quel point la question de la relation devient fondamentale pour comprendre les inégalités de justice. C'est vraiment au cœur. Et aussi autour de la question des émotions, disons à quel point finalement, et là j'essaie de me rappeler exactement le terme que tu as utilisé, mais à quel point finalement il fallait comprendre les émotions comme quelque chose qui était non pas quelque chose qui surgissait à l'intérieur de l'individu et qui se limitait à l'individu et que l'individu devait contrôler, mais que les émotions étaient aussi, finalement, au cœur des relations sociales qu'il fallait comprendre, théoriser, analyser, etc. Je vais prendre mon micro. Oui, c'est vrai, ça ne marche pas. Oui, Jenny Houle, oui. Oui, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup aussi, effectivement, d'écho dans les 4 présentations de ce soir. Ça me fait penser quand tu dis qu'il faut que les gens puissent se regarder sans courber les chines. Je trouve ça très intéressant parce que ce qu'on sait, c'est que dans les sociétés plus inégalitaires, dans le fond, ça génère beaucoup ce qu'on appelle de l'anxiété de statut. Et l'anxiété de statut, ça, c'est le besoin de montrer qu'on a réussi au plan social, donc on a un bon statut social de manière visible, sans quoi on ressent de la honte. Et puis l'anxiété de statut, ce que ça fait, donc, parce que l'être humain, pour montrer de manière visible qu'il a réussi dans la vie, c'est quoi sa stratégie? C'est d'acheter des biens de luxe, hein? Une grosse voiture, une grosse maison, de se payer des vacances dans des pays exotiques, etc. Et cette consommation de statut crée souvent, même chez les personnes qui ne sont pas capables de se payer ça, ça va créer de l'endettement et ça va créer un phénomène de désolidarisation. Les gens ne voudront plus payer d'impôts parce qu'ils vont vouloir payer leur carte de crédit. Okay? Donc, d'une part, une désolidarisation et ensuite, ça génère énormément de GES complètement inutilement et c'est ça le lien entre les inégalités sociales et l'environnement. Donc, moi, j'ai trouvé ça fort intéressant, effectivement, de voir qu'il y avait des... Puis on parlait quand même à certains endroits là, des mêmes concepts, des mêmes construits. J'ai entendu le mot racisme, j'ai entendu... Alors, voilà. Oui. Et Sarah Arnaud?
Oui, j'ai aussi beaucoup appris de chacune de vos présentations et j'ai aussi beaucoup entendu d'écho entre nous, en fait, dans ce qu'on avait à dire. Peut-être d'ailleurs par un biais un peu égocentrique de qu'est-ce qui ressemble à ce que moi j'ai à dire et où est-ce qu'on va trouver l'unité ici. Mais en fait, l'unité s'est faite toute seule et c'était très intéressant de voir que l'approche ici interdisciplinaire apporte quelque chose, au sens où on a, je crois, en fait, des outils et des méthodes de recherche assez différents. Et pourtant, on en vient à des conclusions qui sont tout à fait compatibles, pour ne pas dire similaires, mais qui sont tout à fait compatibles par rapport à, oui, cette nécessité de comprendre les choses plus relationnellement qu'individuellement. Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, ce sur quoi je me questionne, et pour ce pourquoi je n'ai pas de réponse, c'est justement le fait que les privilèges, les inégalités, bon, très souvent, on voit très bien que ça profite à certaines personnes. Et en fait, dans ta présentation, Janie, j'ai appris que non, ça profite pas. Même les riches doivent comprendre que c'est mieux pour eux aussi d'être dans une société plus égalitaire. Et ça, c'est une question que je me posais beaucoup par rapport à la psychiatrie, à savoir quels sont les privilèges intéressants, dans le mauvais sens du terme, à conserver quand on n'est pas une personne psychiatrisée. Souvent, ça détonne un peu par rapport aux autres types d'injustices. Et là, je vois que non, en fait, ça ne détonne pas vraiment par rapport aux autres types d'injustices. C'est de la même façon, il y a une perpétuation qui ne dépend pas d'un retour positif direct. Voilà, donc j'ai été très intéressée par ça. Oui. C'est ça. Alors, notamment pour les inégalités de santé, je me souviens un peu qui disait comment est-ce que le social rentre sous la peau. Et effectivement, on a vraiment on a tout montré que la dimension sociale, sociétale, enfin sociale, était un déterminant très très fort, beaucoup plus qu'on veut le dire souvent dans nos sociétés individualistes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est revenu et qui revient tout le temps, qui est assez fascinant, oui. Oui, parce qu'on ramène souvent ça au comportement, aux habitudes de vie, souvent les écarts dans les états de santé. Là. Mais dans le fond, le statut socio-économique est beaucoup plus puissant que les habitudes de vie. Parce qu'en partie, il détermine les habitudes de vie, en partie, mais aussi parce que justement, comment le social passe sous la peau, c'est à travers la réponse de stress chronique. OK? Oui. Donc, lorsque la réponse de stress chronique est activée sans arrêt, la réponse de stress est activée sans arrêt, donc ça génère de l'inflammation dans le corps. Et cette inflammation-là cause des dommages aux organes et c'est ce qui fait en sorte qu'on meurt plus tôt. Donc, effectivement, c'est un mécanisme qui est souvent invisible, on ne le voit pas. Donc, de résumer souvent les messages de santé publique autour de « mange tes fruits et légumes, dors 8 heures par jour, puis arrête de fumer », c'est un peu réducteur. Fait que je pense que c'est important de regarder ça dans son ensemble puis de donner beaucoup plus d'impact à, justement, les déterminants sociaux et structurels de la santé. Mm-hmm. On voyait récemment, dans un certain pays que je ne citerai pas, des gens qui disaient, au fond, si vous n'êtes pas millionnaire ou milliardaire, c'est soit que vous êtes imbécile ou soit que vous êtes paresseux. Alors là, on voit qu'effectivement, ça ne dépend pas des individus, finalement. Ça dépend vraiment, ça dépend en partie, mais ça dépend surtout de l'ensemble social, de ce qu'il y a autour de vous, ce qu'il y a sur vous. Vous avez beaucoup parlé de la dimension socio-économique qui est extrêmement importante, puis c'est revenu tout le temps, puis c'est un peu normal, finalement. Oui ? Oui, absolument. Et je pense que ce qui est intéressant de voir, donc si on revient, disons, à cette opposition entre l'égalitarisme de la chance et la conception relationnelle de l'égalité, le problème de l'égalitarisme de la chance, c'est qu'il focalise l'attention sur la question de savoir est-ce que les avantages que j'ai, en termes, par exemple, socio-économiques, est-ce qu'ils sont mérités ou pas? C'est ça la question. Est-ce que c'est dû à la chance ou est-ce que c'est dû aux circonstances? Est-ce que c'est dû à ma malchance? Est-ce que c'est juste une bad luck, comme on dit? Ou est-ce que c'est, au contraire, quelque chose que j'ai mérité à cause de mes mauvais choix de vie? Et en fait, la conception relationnelle de l'égalité se dit, mais c'est pas ça la vraie question. Au fond, la question, c'est de savoir dans quel genre de société est-ce qu'on veut vivre, dans quel genre de rapport est-ce que nous voulons avoir avec nos concitoyens, avec les membres de cette société. Et ce qu'on dit, c'est que, eh bien, nous voulons vivre. Qu'est-ce que c'est que la société juste? C'est pas la société où chacun mérite ou ne mérite pas
le statut socio-économique qui est le sien, mais c'est une société dans laquelle nous nous rapportons les uns les autres comme des égaux. Et ça, c'est la société dans laquelle il fait bon vivre. Et donc à ce moment-là, la question qu'on doit se poser, c'est quelles sont les conditions politiques, sociales, économiques qui sont nécessaires pour faire advenir ce genre de société. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est frappant, c'est que, on l'a évoqué éventuellement, c'est qu'on parle d'injustice et d'inégalité qui semble actuellement aller en augmentant bien plus qu'en diminuant. Ça saute aux yeux. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène-là, vous, alors qu'on pourrait dire qu'une société plus juste, plus égalitaire, plus juste, effectivement, serait bien meilleure à vivre? Comment vous expliquez le fait que tout à coup, que depuis quelques années, on voit augmenter les inégalités plutôt qu'on les voit se réduire, se diminuer? Qui veut se lancer? Ben, je pourrais peut-être... Ah, ben c'est vrai, t'es l'historien. C'est comment? Oui. Bien, simplement, un élément, c'est qu'on vit quand même dans une société qui adhère à un modèle économique capitaliste. Puis le capitalisme, c'est basé justement sur l'accumulation de la richesse entre les mains des propriétaires. Et puis, ça contribue très certainement au phénomène du fait qu'on voit que, dans le fond, dans les dernières années, la grande portion de la richesse supplémentaire qui a été générée par l'économie bien, a été accaparée par le 1 % le plus riche. Là. Donc, je pense que le modèle économique qu'on s'est donné bien, produit ces inégalités-là. Et là, ça devient de plus en plus aussi décomplexé oui. Avec nos voisins du Sud et ça fait en sorte que c'est devenu de plus en plus acceptable. Et là, plus les sociétés, dans le fond, deviennent inégalitaires, c'est ce que j'essaie de montrer avec la diapo sur la méritocratie, plus les gens croient que c'est normal et c'est correct, et donc ça maintient le statu quo. C'est un peu ça aussi. C'est paradoxal, quand même. Oui. Oui, ben, en ce qui concerne... Ça fonctionne? Oui. Quand on s'intéresse, je crois, aux injustices de manière très isolée, comme je l'ai fait un peu là dans cette présentation, on n'a pas exactement peut-être le même regard que quand on s'y intéresse de manière plus générale. Les injustices dont j'ai parlé, souvent elles s'inscrivent dans quelque chose de beaucoup plus systémique, évidemment, et beaucoup des personnes psychiatrisées, en fait, sont aussi dans des situations de dépendance par ailleurs et de minorité par ailleurs. Donc là, je dirais, oui, je suis tout à fait d'accord avec le fait que ces injustices augmentent. Par contre, en psychiatrie, plus précisément, on commence, je dirais, depuis une dizaine d'années, à parler beaucoup plus des injustices en termes de... parce qu'il y a peut-être une nouvelle lunette sur ces injustices-là que ce qu'on avait avec l'antipsychiatrie des années 60, où on disait, l'antipsychiatrie disait, voilà, on a construit finalement toutes ces maladies mentales pour pouvoir enfermer les gens qui nous dérangeaient, et c'était une critique sociale nécessaire, très très importante pour l'époque. Aujourd'hui, on commence à comprendre qu'il y a une diversité et une neurodiversité, donc une diversité des manières de se rapporter au monde, qui fait que ça aussi, ça a créé beaucoup d'injustices. En ce sens-là, il y a peut-être du progrès quand même. Mais encore une fois, c'est s'intéresser à une toute petite partie des injustices, bien sûr, avec un regard beaucoup plus grand, beaucoup plus systémique. Oui, les injustices continuent. Mais est-ce que c'est rentré dans le système? Est-ce qu'effectivement, les pratiques changent? Les pratiques essayent de changer, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup des injustices dont je parlais qui viennent en fait, de privilèges, certes, mais qui sont tout à fait inconscients, des biais qui sont présents et qui sont inconscients. Et donc, toutes les personnes qui sont autour des personnes psychiatrisées veulent changer et aimeraient changer. Donc, en ce sens-là, oui. Oui. Alors, on va continuer avec vous, parce que vous avez élevé le micro, mais je voudrais dire dans la salle, préparez-vous, parce que dans quelques minutes, on va aller à vos questions et commentaires. En général, personne n'ose briser la glace, on n'ose pas trop parler. Puis vers la fin, quand c'est fini, c'est fini, puis vous n'avez pas posé votre question. Alors, n'ayez pas peur de vous lancer. Alors, je continue avec Martin Petitclerc, donc sur cette augmentation des inégalités, des injustices. Oui, grande question. Je vais poursuivre ce que Jenny disait. C'est en fait ce
ce qui semble assez clair, c'est que le système économique tel qu'il existait pendant une grande partie du 20e siècle, fondé sur l'industrialisation et la production industrielle au Canada, aux États-Unis, etc., ce système économique-là est arrivé dans une crise économique dans les années 70, et la solution qui a été imposée, elle n'a pas été choisie, elle a été imposée pour sortir de cette crise économique-là, ça a été de déréglementer le capital, en fait. C'est de faire en sorte qu'on a ça a été la période de grande mondialisation qu'on a connue. On a déréglementé, en fait, la circulation du capital dans le monde. On a favorisé, beaucoup plus que l'égalité, on a favorisé, en fait, l'accumulation du capital privé dans les sociétés, ce qui explique d'ailleurs ce que tu disais, Dominique, tout à l'heure, au sujet des travaux très importants de Piketty, qui montrent à quel point, donc, non seulement la question des revenus est importante, les inégalités de revenus sont croissantes, mais encore plus important, les inégalités de capital, en fait de patrimoine, qui sont de plus en plus importantes et qui sont en fait cruciales pour comprendre le mécanisme des inégalités. Et donc, toute la financiarisation de l'économie vise à assurer cette circulation toujours de plus en plus rapide du capital et de cette accumulation du capital. Et tout ça, ça se répercute sur les États, ça se répercute sur les collectivités qui ont de moins en moins de contrôle sur des enjeux fondamentaux, parce que le capital, c'est un instrument essentiel pour le développement de chaque communauté, de chaque collectivité. Et là, le capital échappe de plus en plus, finalement, aux collectivités, parce qu'il est entre les mains d'Elon Musk, du gars de Facebook dont j'ai oublié le nom, etc. Donc, vous avez maintenant 7-8 grandes corporations technologiques qui contrôlent une grande partie du capital mondial, et ça crée des pressions énormes sur les collectivités. Mm-hmm. Oui, madame? Je pensais avoir suffisamment parlé, mais non, je pense que si on se pose la question, alors c'est pour ça que je trouve que l'analyse de Savidan elle est intéressante, parce que lorsqu'il parle d'une tentation ou une tendance à la démocratisation de la tentation oligarchique, c'est-à-dire c'est lorsque l'État social est affaibli et que là, les gens qui ne sont pas parmi le 1%, là, mais qui font partie de la classe moyenne ou de la classe moyenne supérieure, et qui se disent, mon Dieu, cet État qui n'est pas capable de me protéger ou qui est de plus en plus déglingué, les services publics sont de plus en plus déglingués, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais protéger moi, je vais essayer d'utiliser les moyens privés que j'ai pour pouvoir me protéger moi, protéger mes proches, etc. Et donc, on a parlé toutes les deux des écoles secondaires, donc de cette école à 3 vitesses qui est au Québec. Alors, il me semble que ce qu'il faut absolument faire, c'est d'abord voir l'importance de maintenir cet état social malgré tous ses défauts et toutes ses faiblesses, et lutter pour le renforcer plutôt que pour baisser les bras et dire, ben oui, allons tous vers le privé. Mais on a l'impression que justement l'état social, le filet social, etc., perd de sa force, de sa puissance, comme que le modèle est moins accepté, moins valorisé, non? Ben oui, puis c'est parce qu'on préfère aussi offrir des diminutions d'impôts plutôt que d'hausser notamment l'impôt sur le gain en capital, qui est la richesse qui n'est pas imposée à sa juste valeur, parce qu'on impose 100% des revenus, mais on n'impose pas 100% des gains en capital. Enfin bref, fait que ça, on appelle ça affamer la bête. Et là, c'est moi ce que j'ai peur, c'est que c'est une spirale qui descend là, sans arrêt, parce que plus l'État est affaibli, plus les gens sont mécontents de l'État, moins ils ont le goût de payer d'impôts parce qu'ils ne croient plus dans l'État, puis etc. Donc, c'est vraiment une spirale qui... Effectivement, donc je pense qu'il faut vraiment... On a tous un rôle à jouer là, ici présent là, dans s'opposer à ce genre de politique-là, puis revendiquer l'importance de réinvestir dans nos sociétés, puis de payer des impôts. Oui, exactement. Dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui commencent à... Personne n'ose se lever. Il y a un micro là-bas. Allez-y, monsieur, vous vous présentez et vous... Alors, vous parlez bien proche du micro. Hein. Je vais essayer. OK. Bonjour, Maxime Delcourt, enseignant en psycho au Cégep. Je vais essayer de faire un lien, puis profiter de... Je vais me baisser un peu. De la pluralité des conférenciers ce soir. Les inégalités liées à des relations, la pauvreté dans l'histoire, les inégalités sociales qui sont liées à différentes classes, me vient une mesure dont on entend parler parfois, mais mollement, le revenu universel. Est-ce que vous verriez ça comme un miroir aux alouettes, une nouvelle
nivellation vers quelque chose qui va nous faire gagner du temps, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue seuil de pauvreté historique, ou d'un point de vue nivellement des inégalités entre les races, les sexes, les classes ou les choses comme ça? Ou est-ce que c'est un réel outil de promotion de l'égalité sociale? Est-ce que le système va résister, ou est-ce que c'est vraiment ce vers quoi il faudrait tendre pour réduire les inégalités de façon très artificielle? Donc revenu universel, c'est-à-dire un salaire universel pour tout le monde, minimal, pour vivre avec décence, mais finalement donné à tout le monde sans obligation de travailler pour pouvoir obtenir un revenu. Oui. Alors qui veut se lancer à ça? Oui, Madame Lédet. Oui, parce que donc, vous connaissez peut-être les travaux de Philippe Van Parijs, non, sur bon, donc c'est un philosophe belge, un philosophe, un autre, qui a beaucoup travaillé sur l'allocation universelle de base. Alors, donc il y a toute une industrie autour de cette notion-là. Le problème, c'est toujours comment est-ce qu'on fixe le seuil de cette allocation. Et donc ça, c'est pas évident, et donc il y a des discussions infinies là-dessus. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, si on regarde par exemple l'œuvre même de quelqu'un comme John Rawls, qui est peut-être le philosophe politique le plus important du XXe siècle, et plein d'autres penseurs, il y a vraiment eu une réflexion pour savoir au fond quel type de système économique pourrait le mieux en fait permettre de soutenir une véritable démocratie politique. Et donc, ça, c'est une possibilité. Il y en a d'autres. Donc, Rawls lui-même favorisait ce qu'il appelait la démocratie des propriétaires. Donc, l'idée que, finalement, ce qu'on devrait, c'est conserver le marché, mais par contre, essayer de disperser le capital le plus possible. D'autres ont proposé, l'autre alternative proposée par Rawls, c'était ce qu'il appelle le socialisme libéral. Donc là, il y aurait encore le marché, mais par contre, le capital ne serait pas privé. En fait, toutes ces propositions de réforme visent, au fond, à se confronter aux problèmes que pose le type de capitalisme avec lequel nous sommes aux prises, pour essayer, au fond, de dire, mais quel est le système économique qui permet véritablement de soutenir un régime politique démocratique. Mais là, effectivement, c'est des propositions qui supposent une transformation beaucoup plus importante, disons, que le projet de continuer à soutenir, on va dire, l'État social. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, moi, je suis pour. C'est-à-dire, je trouve que ces débats sont absolument formidables, mais c'est vraiment, comment dire, des propositions qui sont d'un degré de radicalité plus élevé que les propositions que nous avons émises ce soir en disant il faut travailler pour maintenir l'État social. Mais en tout cas, il me semble que ces débats-là sont absolument nécessaires. Alors, la question était de savoir, au fond, si ce revenu universel serait une solution au problème de la pauvreté. Martin Petitclerc? Oui. Ça dépend beaucoup du revenu universel. Oui. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais Milton Friedman, qui est l'économiste néolibéral, le plus néolibéral responsable de beaucoup de problèmes dans notre monde aujourd'hui, était favorable au revenu minimum. En fait, au revenu universel. En fait, il voyait un revenu universel minimum comme une façon d'assurer un minimum. Ensuite, c'était la compétition, la compétition la plus féroce qui pouvait être institutionnalisée une fois qu'on avait acquis une fois qu'on avait mis en place ce revenu universel. Et donc, il voyait l'abolition de tous les autres programmes sociaux et son remplacement par ce revenu minimum. Et il l'intégrait dans une vision ultra-libérale de la société. Par ailleurs, on a Michel Chartrand au Québec qui a revendiqué aussi le revenu universel dans une toute autre perspective. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, il s'agit vraiment de voir le revenu universel, pourquoi faire. C'est toujours un peu disons, la question qu'on doit se poser lorsqu'on met en place une politique, c'est quels sont les objectifs visés vraiment. Le revenu universel en soi peut appuyer toutes sortes de projets de société qui sont très différents. Ensuite, il faut voir exactement comment le mettre en place et qu'est-ce qu'on veut faire exactement
Le diable est parfois dans les détails. Hein, oui, le diable est parfait dans les détails. Oui. Est-ce que vous voulez... Non, ça va. Alors, l'autre question, c'est ici. Monsieur, vous vous présentez. Oui. Enfin, c'est une réflexion qui demande une discussion, mais je vais la faire assez rapidement. J'ai l'impression que... Vous présentez, s'il vous plaît. Michel Tousignan, bravo, professeur retraité et toutes sortes de choses de plus, et encore actif. J'ai l'impression que à travers la pauvreté, il y a un discours qui se développe pour dire qu'il y a toute une facette de la population qui est devenue plus ou moins inutile, dont on se préoccupe de moins en moins. On en a une image quand on regarde la télévision, ce que je ne fais pas très souvent, mais dans les publicités, c'est toujours des gens qui ont réussi, qu'on présente. Je me demande comment on réagit quand on est pauvre, puis on voit toute cette consommation devant soi. C'est un peu comme si on se promenait dans un quartier défavorisé avec une voiture pleine de bonne nourriture et des bonnes odeurs, et qu'on se promenait pour montrer aux gens comment on est bien, mais qu'eux autres, ils n'ont pas la part du gâteau. Hein? Il y a aussi la ségrégation démographique. Je l'ai vu, je vis à Montréal depuis 80 ans. J'ai pu voir comment les populations sont ségrégées alors qu'on avait beaucoup plus de quartiers mixtes dans les années 50. Je ne m'étendrai pas trop là-dessus, mais je pense qu'il y a un discours de plus en plus fort, surtout dans les couvertures qu'on voit sur les guerres, et bien sûr avec les discours qu'on voit en Amérique. C'est le fait qu'il y a une population qui est rejetée, qui est considérée comme un déchet, et qui ne vaut pas la peine de nourrir, qui ne vaut pas la peine de trop s'en préoccuper. Voilà, donc il y a une position qui est de plus en plus radicale des gens qui ont le pouvoir et la richesse de rejet à l'égard des gens qui sont dans l'autre moitié dite inférieure. Voilà, je m'arrête ici. C'est bien. Il y a quelqu'un dont on a beaucoup parlé récemment qui disait que le mot le plus horrible de la langue française, c'était le mot empathie. Hein, c'est ce qui empêchait les sociétés d'évoluer. Oui, vous vouliez réagir, Madame Arnaud? Oui, c'est intéressant que vous parliez d'empathie par rapport à ça. Je pense que j'entendais aussi quelque chose de très relationnel et émotionnel dans cette intervention, c'est-à-dire qu'il y a une déresponsabilisation justement due à un individualisme très très fort dans le fait d'assister autrui et dans le fait d'être en relation avec autrui. On se sent plus responsable ou de moins en moins responsable socialement, en fait. Dans nos sociétés, on se sent de moins en moins en responsabilité sociale les uns avec les autres. Et donc, quand je travaille par exemple sur la relationnalité émotionnelle, j'ai l'impression que c'est soit une petite partie d'une petite recherche sur la psychiatrie, soit peut-être en fait quelque chose qui serait une pointe d'un très gros iceberg là-dessous. À partir du moment où on se responsabilise socialement et relationnellement, c'est-à-dire où on comprend qu'on est responsable de ce que les autres vivent et ressentent en tant qu'individus qui profitons, je me mets là-dedans, qui profitons de certains privilèges, alors là on ne peut plus fermer les yeux, on ne peut plus ne pas voir ces différences-là et ne pas vouloir faire quelque chose contre ces différences-là. Donc je vais simplement dans votre sens, hein, je n'ai pas ici de solution, mais dans le sens, en effet, de cette idée selon laquelle plus on avance et plus on se pavane de nos privilèges sans se rendre compte que ce qu'on est en train de faire, c'est de nier le social, de nier la relation avec les autres. Alors, l'heure tourne, Est-ce qu'il y a des questions des gens qui sont en ligne? Oui, alors c'est à vous de nous la dire. Très bien. Alors, c'est anonyme. Je vous la lis tout de suite. Comment convaincre les plus riches de tendre vers une plus grande justice alors qu'à court terme, leurs bénéfices individuels apparaissent supérieurs et que par conséquent, les personnes les plus riches n'ont peu ou pas d'intérêt à partager des privilèges ou à en perdre, surtout dans une société libérale où le principe cardinal est l'individualisme?
Le mot « peu » est de trop dans la phrase. Hein. Ils n'ont pas intérêt. Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? Ou... Oui, bien, en fait, je pense que, au contraire, j'essaie de faire la démonstration que, justement, que le fait d'être riche en soi n'est pas nécessairement une panacée pour être plus heureux. Il y a des travaux qui montrent aussi qu'il y a une certaine satiété financière. À passer un certain seuil là, de revenus, là, il n'y a plus vraiment de bénéfices là, pour si additionnel que ça sur la santé ou le bien-être de la population. Je pense qu'effectivement, il faut plus communiquer sur le fait qu'on gagne tous à partager davantage. Puis je pense que les personnes qui, justement, sont parmi les plus fortunées, souvent, bien, leur argent est dans les épargnes et tout ça, puis que ça ne changerait pas grand-chose à leur confort ou leur vie quotidienne d'en céder une partie. L'autre élément, c'est qu'on est on traverse une crise écologique et de plus en plus, on parle de l'importance de la sobriété dans la consommation aussi. Donc, à un moment donné, ça ne sera plus possible de juste soutenir la consommation sans arrêt et on va tranquillement migrer vers une société où, justement, ça va être plus valorisé de vivre de manière sobre et à ce moment-là, on n'aura plus besoin d'avoir des tonnes de fric dans notre compte de banque. Mais donc, il faut continuer les efforts de communication, continuer les efforts aussi de recherche, je pense. Voilà. Et présenter les recherches que vous avez montrées, plus une société est égalitaire, plus tout le monde est en bonne santé. Oui, exactement. Et moins une société égalitaire, même les riches sont en mauvaise santé, finalement. Exactement. Et donc, puis ça permet justement de côtoyer des gens et de les regarder dans les yeux sans se sentir inconfortable de nos privilèges et les autres sans avoir honte du fait de moins en avoir. Une question là-bas, madame? Oui, bonjour. Je m'appelle Cécile Collinge. Moi, j'ai habité à Montréal pratiquement toute ma vie, sauf les 6 dernières années où j'étais dans un petit village en Estrie. Puis en revenant à Montréal, il y a quelques mois, ce qui m'a vraiment frappé le plus, c'est la crise de l'itinérance. Quand on est absent quelques années, c'est effrayant, c'est frappant. Fait que je m'attends pas à ce que vous me proposiez une solution à ça, mais je voudrais savoir qu'est-ce que ça dit de notre société, puis éventuellement, qu'est-ce qu'on peut faire là, par rapport à cette crise de l'itinérance. Merci. Crise majeure, effectivement. Qui veut répondre? Oui. Je peux y aller rapidement. Je vais faire un combo. Je vais répondre aux deux questions. Mais effectivement, je pense que la question aussi que monsieur a posée tout à l'heure, je pense que l'itinérance est probablement l'incarnation la plus claire d'une sorte de désolidarisation, d'une sorte d'invisibilisation, en fait, des formes les plus extrêmes de pauvreté. Et je trouve qu'un des aspects que vous avez bien évoqué, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'itinérance, souvent on va parler de problèmes de santé, et c'est effectivement, il y a des problèmes de santé majeurs, mais j'ai aussi évoqué à la fin de ma conférence quelque chose qui semble quand même un peu évident, c'est-à-dire qu'il manque de logement. et qu'on le savait depuis longtemps qu'il y aurait une crise du logement. C'était quelque chose qui était prévisible, c'était quelque chose qu'on aurait pu anticiper. Et on vit aujourd'hui avec comme si la crise de l'itinérance n'était pas en grande partie liée finalement à la crise du logement. Et je ne peux pas croire que c'est au-dessus de notre société qui est si riche de construire des logements pour tout le monde et des logements abordables. Ça, c'est l'aspect... Oui, je vais m'arrêter là. Ouais. Bien, quand tu parlais tantôt de la financiarisation, la financiarisation du logement, là, ça a contribué énormément au problème. Puis quand tu dis manque de logement, je suis d'accord avec toi, mais il manque de logements abordables. Parce qu'en ce moment, à Montréal, il y a plein de logements vacants, mais des logements chers que les gens ne peuvent pas se payer. Fait que ça contribue au problème. Puis le fait que le logement est considéré comme un bien, une marchandise comme une autre, alors que c'est un droit fondamental de l'être humain d'avoir un toit sur la tête, là, ça fait en sorte que, justement, les prix des logements augmentent sans arrêt. C'est pas suffisamment contrôlé. Et puis, donc, de plus en plus, il y a des gens qui perdent leur logement et que c'est pas des gens nécessairement qui sont sur l'assistance sociale ou quoi que ce soit. C'est des personnes vraiment qui ont des faibles revenus, puis ils sont plus capables de payer leur logement et surtout, ils sont plus capables de s'en trouver un autre parce que le prix a tellement augmenté. Donc, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à la rue à cause de cela. Et aussi, justement, puisque le logement est devenu comme une manière de s'enrichir pour certaines grosses compagnies et tout ça. Donc, ils haussent sans arrêt le montant des logements et ils évincent les locataires pour rénover, soi-disant, et relouer encore plus cher. Oui. Donc, il faut cesser de considérer le logement comme une marchandise comme une autre, légiférer en conséquence, puis mieux protéger les locataires, sinon on n'y arrivera pas du tout. Là, on est vraiment dans un cercle vicieux, hein, à ce point de vue-là. Monsieur Petitclerc, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais seulement ajouter une petite
une petite réponse à la question qui a été soulevée tout à l'heure sur la façon de convaincre les riches de partager un petit peu plus. En fait, je pense qu'il y a toute une délibération démocratique et tout ça qui doit avoir lieu et on peut convaincre les personnes riches que partager, ça permet de construire une collectivité, etc. Mais il ne faudrait pas oublier les rapports de pouvoir et les mouvements sociaux. Oui. Je pense que si le Québec s'est développé aujourd'hui, si on s'est développé comme il l'est, et si on est une société un peu plus égalitaire qu'ailleurs, c'est pas seulement parce qu'on a eu des personnes brillantes à la tête de l'État, c'est aussi parce qu'on a eu des mouvements sociaux, mouvements ouvriers, mouvements syndicaux, mouvements féministes, mouvements antiracistes, qui ont poussé constamment pour adopter des politiques qui soient plus redistributrices et plus, qui reconnaissent davantage la dignité des personnes. Ça paraît être un vœu pieux de dire que les riches vont partager un petit peu de leur richesse, en tout cas, bref. On s'en va vers la fin, l'heure tourne. Alors, il y a une dernière question qu'on va prendre de madame, et je vous demanderai, vous, après, dans les 3 dernières minutes, en 30, 45 secondes chacun, votre mot de la fin ou le message à emporter, puis je commencerai par l'autre bout de la chaise. Alors, préparez-vous, vous aurez 30, 45 secondes. Dernière question, madame, vous vous présentez. Oui, prof retraité de l'UQAM. Alors, merci d'abord pour vos interventions. Alors, vous êtes très convaincant, mais la conclusion, il me semble que l'avenir est très, très sombre. Parce que comment ça se fait que les gens ne comprennent pas ce que vous venez de démontrer? Alors, je me demandais si vous pouvez élaborer peut-être juste un peu sur l'idée de l'aliénation. Parce que quand on parlait d'avoir honte du fait qu'on est pauvre, ça, il me semble, c'est le phénomène d'aliénation. Et peut-être même les riches sont dans un sens aliénés parce qu'ils ne savent pas que c'est mieux de vivre dans une société plus juste. Alors, si vous pouvez commenter. Voilà. Merci. Donc ça va être la dernière question à laquelle vous pourrez peut-être répondre dans votre mot de la fin. Si vous voulez... Ah, vous voulez répondre? Oui, c'est ça. Donc, on y va avec Sarah Arnaud, qui est prof de je réponds au Cégep, et je donne mon mot de la fin, c'est ça? Oui. Alors, c'est pas facile, mais je vais revenir sur la notion d'empathie dont vous parliez tout à l'heure. Je pense que ça va peut-être répondre un petit peu à cette question et ce sera alors mon mot de la fin. L'empathie, vous disiez, c'est peut-être un mal. Hein, ça peut être considéré comme un mal. Oui, c'est très discuté. En effet, ça peut être considéré comme un mal parce que les humains ont tendance à être très empathiques, plus empathiques avec les gens qui leur ressemblent. Et donc, dans un cadre où on demande ici aux riches de partager ou au monde de devenir plus compréhensif et plus... le phénomène de l'empathie, peut-être, serait réducteur, en fait, parce qu'il permettrait juste aux riches de comprendre les riches. Et puis, aux personnes, justement, qui ont honte d'être pauvres, de se comprendre entre elles. Et ça, encore une fois, je crois, ça... montre le besoin d'entrer en relation vraiment. Entrer en relation, c'est pas juste comprendre et avoir un sentiment un peu d'éloignement, voire de pitié, surtout pas. C'est se responsabiliser émotionnellement et relationnellement. Voilà. Merci. C'est mon tour. Oui. Oui, rendu en fin de soirée comme ça, on dirait que notre cerveau il est moins efficace. Moi, on dirait que j'ai envie de vous quitter sur une citation célèbre de Margaret Mead qui disait ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes motivées et engagées peuvent changer le monde. En fait, c'est la seule chose qui réussit à changer le monde, c'est ça. Donc, je pense que effectivement, moi, je suis optimiste parce que je choisis d'être optimiste et je pense qu'actuellement, effectivement, je crois beaucoup aux mouvements sociaux. Il y a énormément de groupes qui partagent cette vision qu'on peut peut-être avoir aujourd'hui d'une société idéale, d'une société qu'on souhaite voir venir. La pauvreté n'a jamais été aussi visible, effectivement, à l'œil nu. Donc, je pense que ça, on doit l'utiliser comme un levier pour le changement. Je pense que ce que ça prend, c'est des coalitions larges d'acteurs et donc pas juste le communautaire qui crie et qui se bat tout seul, mais le communautaire associé avec la santé, associé avec le milieu des affaires, associé avec différents autres groupes et qui vont à ce moment-là demander au gouvernement d'adopter des meilleures politiques. Donc, moi, j'y crois. Je pense qu'il ne faut pas désespérer. Il faut s'unir dans cette adversité et continuer à avancer. Puis je vous dirais qu'en ce moment, en Amérique du Nord, on est le meilleur endroit où vivre là, pour produire ces changements-là. Alors, merci beaucoup de vouloir faire le choix d'être optimiste. C'est un choix difficile à tenir, mais il faut le faire. Martin Petitclerc? Oui.
bon, pour la question de l'avenir, qu'on demande à un historien, c'est ironique, mais ensuite aussi le mot de la fin. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que autant on peut être pessimiste lorsqu'on regarde le monde actuel, et il y a vraiment beaucoup de raisons d'être pessimiste, il faut quand même être en mesure d'apprécier le chemin parcouru dans l'histoire. Et notamment de voir qu'il y a des personnes, je veux dire, être dans un mouvement d'extrême gauche et juif dans les années 30 au Québec et au Canada. C'était pas facile. Et pourtant, des personnes ont relevé, les personnes du passé ont relevé le défi. Pensez à toute la résurgence de la culture autochtone actuellement et des mouvements autochtones depuis quelques décennies. C'est extraordinaire, tout le foisonnement qu'il y a là et qui permet d'envisager des voies beaucoup plus intéressante de la réconciliation et de l'égalité entre les peuples. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment stimulantes, intéressantes et que l'on doit constamment garder en tête pour justement faire le choix d'être optimiste, parce que c'est tellement facile de sombrer dans le pessimisme parce que les mauvaises nouvelles sont plus faciles à retenir. Mais il y a beaucoup, beaucoup aussi dans l'histoire et dans les luttes actuelles des raisons d'espérer de l'humanité, sinon du Québec. Merci beaucoup, M. Petitclerc. Pour finir, Dominique Lédet, vos mots de conclusion, peut-être la réponse aussi. Oui, je vais revenir à la notion d'aliénation. Je pense que vous avez raison. Il y a beaucoup d'aliénation. Il y a un phénomène d'aliénation très, très fort. En fait, l'aliénation, c'est être hors de soi, hein, de ne pas être auprès de soi, si on reprend l'étymologie allemande. Et au fait, on vit dans une société qui est profondément aliénée. C'est drôle si on compare, par exemple, les publicités de voitures où on est toujours seul dans sa voiture, voilà, avec la nature incroyable, et puis la réalité de la voiture, c'est d'être sur l'avenue Papineau, pare-choc contre pare-choc, en se demandant combien d'heures ça va prendre pour traverser le pont Jacques-Cartier. Et là, il y a une sorte de contradiction qui est évidente. Et on se dit, mais comment est-ce qu'on n'a pas pu trouver un moyen, un transport collectif suffisamment efficace pour faire en sorte qu'on ne soit pas tous comme des idiots derrière notre voiture à faire la queue dans l'art. Donc ça, là, il y a un problème. Mais je pense que moi, en tant que philosophe qui s'intéresse à la théorie de la démocratie, vraiment, je m'interroge sur la difficulté des partis de gauche à faire porter leur voix. Hein. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui m'interroge. Je n'ai pas de solution. Mais quand je vois ce qui se passe à la fois aux États-Unis, en France, au Canada, au Québec, je me dis qu'il y a vraiment une réflexion à avoir. Donc malheureusement, je n'ai pas de solution à vous apporter, mais je suis réconfortée par les bonnes paroles de mes collègues qui me disent qu'au fond, effectivement, le seul espoir, c'est de conserver le goût, voire de retrouver le goût d'agir ensemble. Et je pense que c'est vraiment sur cette parole que je vais terminer. Merci. Je vous remercie beaucoup. Alors, un grand merci. C'est déjà la fin de notre grande conférence de la Faculté des sciences humaines de l'UQAM. Un grand merci donc en terminant à nos 4 invités, les philosophes Dominique Lédet, Sarah Arnaud et la psychologue Jeannie Houle et l'historien Martin Leclerc. Je pense qu'ils et elles méritent nos applaudissements. C'était vraiment... Merci. Merci également à la doyenne de la faculté, Madame Lucie Dumais. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé à la préparation et au succès de cette 7e grande conférence de la faculté. Alors, je vous rappelle que la soirée a été enregistrée. L'enregistrement sera disponible d'ici quelques semaines, on me dit, sur le site web de la faculté. Alors, au revoir, bonne fin de soirée et rendez-vous l'année prochaine pour la 8e édition de cet événement. Au revoir.